Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Il était une fois La guerre, un enfant qui essayait de survivre à... la guerre, Et pourtant, il n'était pas écrit par guerre. Ennis. Et tout ce qu'il cherchait pourtant, c'était... La paix. Bouya. Coucou à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du 252e épisode de Comics Podcast, votre podcast favori dédié aux comics, à la bande dessinée américaine et à leurs univers foisonnants. Vous avez beaucoup de chance parce qu'on a failli pas enregistrer cet épisode, on a failli oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer. Je sais pas Ça du tout qui est balance responsable de ça. Je suis Ktuktu et j'ai une nouvelle fois le plaisir de présenter cette émission en compagnie de trois formidables chroniqueurs autour de la table. Quentin, est-ce que ça va ? Ça va ? Super. Et vous ? Ça va. De quoi Quel tu vas nous enthousiasme. parler en un mot ? De braquage. Ok, très intéressant. Autour de la table, j'ai aussi X-Fate. Oui, bonsoir. Ça va. Tu Oui. vas nous parler de quoi ? La guerre. C'est vrai, c'est la thématique vraiment de cet épisode. Et toi, Mathieu, Et moi, déjà comment tu vas ? ça va super bien. Et c'est XT Fate, hein, pas X-Fate. J'ai dit Oh là, X-Fate, incroyable, je me fais Mais- défendre mon pseudo, c'est magnifique. mais tu sais qu'en plus, j'ai fait exprès de mal écrire ton pseudo dans mon conducteur. Parce que le P-H-A-T-E, je le dis fat. Et du coup, je me suis dit, Tout tiens, le je vais monde le dit l'écrire à comme ça. l'anglaise. Mais, mais oui, merci, enfin, tu vois. Mais je l'ai écrit comme ça dans mon conducteur. C'est comme ça que ça se prononce. Mais j'ai quand même loupé le T. Oui, bon, il y en a deux, t'en as loupé un Je sur m'en deux. suis même pas rendu compte. Écoute, Du coup- t'auras 9 sur 20 pour l'effort. hein. Désolé. Du coup, Mathieu, de quoi tu vas nous parler ? De la guerre. Très bien. C'est vraiment, il y a vraiment que des bonhommes devant cette table. C'est vraiment, voilà, on est content. Donc cet épisode est sponsorisé par la guerre parce qu'il n'y en a pas Non. assez dans le monde. Avant qu'on commence, il faut évidemment remercier le Studio 17. Merci Merci. Studio 17. Merci. On a vraiment la chance d'enregistrer. Voilà, c'est un super spot. On est super chouchoutés. Merci encore à eux. Et je vous rappelle le principe de l'émission. On a des reviews, on a un focus, et on va pouvoir commencer. Et donc on commence tout de suite avec notre première partie, avec les revues de la semaine. Chaque chroniqueur choisit une série en cours, dont au moins les 3 premiers fascicules sont sortis. Tout le monde les lit sauf moi, parce que j'étais trop occupé à jouer à Pokémon, et on en parle quand même tous ensemble. L'objectif, c'est de vous présenter ces séries récentes et de vous encourager potentiellement à les lire ou de passer votre chemin. Et je vais commencer par Mathieu. Vas-y. Par moi, ok. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de News from the Fallout, qui est une mini-série en 6 qui est publiée chez Image depuis juin 2025. C'est Chris Condon qui écrit, qu'on a déjà vu sur Texas Blood et qui avait connu un certain succès, tu me confirmes Quentin. Qui est un artiste qui est en train de faire son trou là dans l'industrie avec pas mal de séries. Ouais, et là il est du coup récemment sur Ultimate Wolverine, dans l'univers Ultimate, qui avait été chroniqué dans l'émission 242 par Tcherno. Et voilà, donc au dessin on a Jeffrey Alan Love, alors lui pour le coup je le connaissais pas, et pourtant il a un style vraiment très particulier, je en reparlerai après. Il a fait The Last Battle at the End of the World, je ne connais pas, et The Thousand Demon Tree. Donc voilà. News from the Fallout, de quoi ça nous parle ? C'est après un essai nucléaire qui a été commandé par un espèce de colonel un peu fou. Il y a une sorte de cendre rouge qui retombe après l'explosion et qui contamine notamment les soldats en fait qui s'occupaient de cet essai nucléaire qui n'était pas assez loin. Qui était trop près de l'explosion, quoi. Et donc on va suivre et donc j'ai pas dit cette cendre, ça transforme un peu ça transforme totalement les gens en espèce de monstres zombies un peu flippants. Et donc au milieu de tout ça, de ce chaos là, on va suivre donc le soldat Otis Fallows qui est donc l'unique survivant de sa compagnie. Et qui arrive à s'échapper. En fait, il avait son masque à gaz, donc du coup, il n'a pas respiré
les cendres, et il arrive dans un diner qui est où donc il arrive là-dedans en fait poursuivi par quelques monstres, et il demande de barricader les fenêtres, et donc dans ce diner la tension monte très 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 vite. Les gens sont tendus, savent pas ce qui se passe, donc voilà, et au fur et à mesure qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation, la tension monte. Il y en a certains qui pensent que c'est pas grand chose, qu'il faut juste emmener les gens chez le médecin, d'autres qui veulent juste les buter totalement, quoi. Et donc il y a des conflits qui éclatent sur la manière de gérer les retombées de l'accident. Je vais pas en dire beaucoup plus, d'autant plus qu'après 3 issues, on n'en est pas beaucoup plus loin que ça, à vrai dire. On est sur le groupe de survivants du diner qui se pose la question de partir ou pas, de Partir un jour. C'est ça. Oui, d'ailleurs, il y a en BO, il y a la chanson Partir un jour. C'est dans le bouquin. C'est ça. Tu sais, c'est comme les cartes postales quand tu les ouvres, tu sais, t'as de la musique. Exactement. Donc voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire. Moi, j'ai plutôt aimé la lecture. C'est un récit qui est très nerveux, très assez oppressant, qui est vraiment renforcé par le style graphique, qui est un espèce de gris et noir, pardon, et un peu à la manière d'un graphe, je dirais un peu. Enfin, je sais pas trop comment il travaille, mais ça donne vraiment un rendu particulier, et ça. C'est un petit côté un peu parfois ombre chinoise. Ouais. Façon... Oui, parce que les personnages, en fait, on les reconnaît juste par leurs caractéristiques, quoi. Alors, donc, il y en a des lunettes, qui une pipe, qui une clope. Enfin voilà, donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et du coup, c'est pas évident justement de se retrouver dans les personnages. Moi, j'étais un peu perdu, mais je pense que c'est assez volontaire en fait. Pour qu'on soit un peu qu'on soit un peu perdu comme les personnages, qu'on sache pas trop ce qui se passe. Là, le fait de pas trop reconnaître les gens, ça rajoute un peu la confusion ambiante. Voilà, la confusion. Ouais. J'arrive pas à dire si j'ai aimé vraiment ou si je me suis un peu ennuyé. Je sais pas, j'ai eu du mal à me faire un avis définitif sur le truc. Ça se lit très bien, mais alors je suis un peu déçu qu'au bout de 3 issues, il soit quand même pas passé 1000 trucs. Il y en a plus que 3 derrière. Je vois pas du tout où ça va aller. Je vois pas du tout où ça va aller. À noter le lettrage qui est de Hassan Othman Elaou, qui est excellent. Le lettreur star en ce moment. Ok. Ah ouais, ouais, bossé sur quoi ? C'est le lettreur, disons, un peu attitré de Dennis Camp sur la plupart de ses projets. Donc il fait le Martian Manhunter dont on avait parlé, Crazy Seven. Le Absolute Martian Manhunter. Le Absolute, c'est ça, ouais, il fait celui-là. Et c'est lui qui s'occupe en ce moment du lettrage de DC KO et de plein d'autres projets un peu là en ce moment. Ok, donc grosse star, quoi. C'est en train, c'est un des lettreurs qui monte pas mal, ouais. Là, il s'est pas mal fait remarquer. Et donc là, il fait vraiment un super taf. Le texte se fond hyper bien dans les dessins, notamment les onomatopées qui sont vachement bien retranscrits et tout. Donc voilà, l'histoire, il y a quand même un petit mystère sur le colonel McCoy qui a effectué l'essai nucléaire et qui donc a tout déclenché. Et voilà, lui, on sent qu'il est chelou parce qu'il fait un truc dans la 3e issue qui est chelou. Voilà, qui est plus que chelou même, vraiment un peu taré, quoi. Donc on se demande, enfin moi pareil, je me demande où ça va à ce niveau-là. C'est concis, il y a peu de dialogue, mais bon, voilà, ça peut perdre des gens au niveau du dessin, je pense. Non, moi, c'était une des questions que j'allais te poser, c'était est-ce que le style d'ombre permet vraiment de différencier les personnages, mais moi, ça m'a plu, mais je pense que ça peut déplaire totalement à des gens. Mais moi, je trouve que ça colle très bien avec l'ambiance et avec l'histoire, c'est-à-dire le truc où on est paumé dans ce truc-là, on est balancé dans ce truc très vite parce qu'au bout de, l'explosion elle a lieu au bout de 2 pages, quoi. Enfin, donc voilà, moi je trouve. Quelle planche aussi. Enfin, moi je la trouve incroyable. Ouais. Non, il y a c'est vraiment un travail très particulier, mais voilà, ça plaira pas à tout le monde, mais moi je trouve que c'est une super belle proposition et je serais curieux de voir ce qu'il a fait d'autre, ce gars, et s'il a toujours le même style. Je sais pas si tu pourras nous dire, Quentin, mais ouais, moi j'avais vu passer l'autre dont tu avais parlé, et effectivement, oui, c'est quelqu'un qui a
tout le temps un peu ce style-là, très un peu en ombre symbolique. Ouais, non, mais c'est. Voilà, ça peut ne pas marcher. Toutou, tu me disais que toi, t'avais feuilleté, ça t'avait pas tellement accroché au niveau du dessin. Non, non, c'est même pas forcément le dessin qui m'a perdu. Mais de toute façon, c'est le côté guerre aussi. C'est la guerre que t'aimes pas. T'aimes pas la guerre? Moi, j'aime pas la guerre. Donc voilà, pour moi, c'est. J'irai à la fin pour voir, parce que d'autant plus que ça va en 6 issues, donc c'est. Mais voilà, je sais pas si ça plaira à tout le monde autour de la table, à mes petits camarades. Quentin, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi j'ai beaucoup aimé si je ne dis pas de bêtises, le scénariste Chris Condon, lui à la base c'est plus quelqu'un qui vient du cinéma, qui était je crois scénariste de cinéma et tout ça, et qui est un peu rentré dans l'industrie par justement le concours de Jacob Phillips, du coup le fils de Sean, avec qui il a fait la série Texas Blood. Parce que si je dis pas de bêtises, en fait Sean Phillips avait fait des designs sur des trucs où il avait travaillé ou des couvertures de comics. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont fait une bande dessinée ensemble. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup plus pour la bande dessinée que pour le cinéma. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir des thématiques justement assez proches en fait sur les mythes américains, parce que c'est un peu de ça que parlait Texas Blood, où c'était un espèce de néo-western qui se passait un peu à l'époque moderne, mais avec des allers-retours dans le temps et qui questionnait un petit peu justement le mythe de l'Ouest sauvage. Et là justement j'ai l'impression qu'il veut s'attaquer au mythe du coup de l'atome, de la bombe atomique, qui est souvent qu'on rattache beaucoup justement au traumatisme japonais, tout ça, des choses qu'on peut retrouver dans leur bande dessinée à eux, mais c'est aussi quelque chose qui est très prégnant dans la culture populaire américaine. Sur plein de trucs, par exemple on avait pu voir là, c'était en fin d'année dernière, où il y avait eu Scott Snyder là, qui avait sorti là, sa série Duck and Cover, où du coup qui réimaginait des gens qui avaient survécu à la bombe nucléaire en suivant les consignes de sécurité à la con, où il disait oui mais quand il y a une bombe nucléaire mettez-vous sous votre pupitre et vous survivrez. Si vous voulez regarder un truc sur la retombée de la bombe nucléaire, vous pouvez regarder le film Thread, c'est un téléfilm anglais. Oui, et qui parle de ça. Et c'est incroyablement horrible. Par contre, faut être bien luné. Hein. Thread, ouais. Fred est jaloux. C'est incroyable. J'ai cru que tu allais nous conseiller Oppenheimer. Oui, j'adore Oppenheimer, mais pas du tout le même sujet. Ouais. Mais du coup, moi j'aime bien comment il essaye de transformer, en fait, justement, de prendre cet imaginaire-là et d'en transformer en espèce de récit de genre. Moi, ça m'a beaucoup fait penser un peu du Carpenter, un peu dans l'idée où des mecs. Carrément, à The Thing, un peu. Oui, à The Thing ou à Assaut, à plein de films qu'il a fait, quoi, ou à des films de War Dogs ou des choses comme ça, Rio Bravo, où littéralement des mecs qui se retrouvent assiégés dans un lieu et où il faut qu'ils trouvent un moyen. Et j'ai bien aimé ça. Moi, j'aime bien le côté un peu paranoïaque du coup que ça fait quand ils arrivent dans le truc. Et puis justement sur le style graphique, même si l'auteur, le dessinateur, il a toujours un peu ce style-là, en tout cas des projets que moi j'ai pu voir. C'est le seul que j'ai lu. J'ai juste un peu vu vite fait les autres trucs qu'il a fait. Mais je trouve que ça s'y prête vachement bien. Et ce jeu justement sur les ombres, sur les gris. Moi j'ai eu une impression de poussière en fait tout le long de la lecture. Ouais, comme s'il y avait des retombées de cendres tout du long quoi. Ouais c'est ça, et puis du coup pour moi ça va avec un espèce de propos où justement les conséquences en fait de la bombe atomique qui du coup ne ramènent en fait les choses que à la poussière. Enfin je sais pas, moi j'ai vu un espèce de lien thématique un peu comme ça que j'ai trouvé intéressant et ce côté un peu un peu zombie tout ça, j'ai trouvé que c'était assez fun. Et sur les idées justement moi j'ai trouvé ça fun. Okay. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça rigolo. Juste, je trouve que quand on voit un peu les monstres d'assez près, ça me fait un peu penser à du Martin Simmons sur certaines planches dans Department of Truth. Oui, t'as un style de façon très, très expressionniste un peu dans ce truc-là. Et justement, sur le côté où les personnages, en fait, on voit pas leurs yeux, on voit pas leurs expressions et tout ça, mais tout est symbolique. Des ombres, ouais. Ouais, c'est ça. Mais justement, moi je trouve que je sais pas, il y a. Je sais pas si c'est moi qui surinterprète, mais je sais pas, je vois sur ces personnages-là qui sont pris au milieu de cette apocalypse, de cette guerre, qui sont juste résumés à des figures, à des ombres, qui sont prêts. On leur nie presque une forme d'individualité. On leur renie même leur humanité, moi je dirais, c'est même plus là-dessus que je dirais ça. Oui, c'est ça, mais justement, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'ils réussissent à faire passer tout ça vraiment dans le design, avec les espèces de petits flashbacks que tu as en début de chapitre, qui te donnent un peu plus de contexte sur les personnages que tu as dans le truc et tout ça. Ouais, j'ai trouvé que ça allait, que c'était un espèce de récit de genre, mais qui avait pas mal de sous-couches en fait à aller chercher derrière.
à voir effectivement tout ce qu'il voudra nous raconter une fois que tout sera sorti. Mais moi, c'est le genre de... Ouais, moi je trouve que c'est très carpenterien, quoi. C'est genre, dans l'idée, il y a plein de couches à aller y chercher, mais en même temps, c'est un récit un peu horrifique, un peu justement mis un peu d'action. Donc, ouais, moi vraiment bonne pioche. Moi j'ai vraiment kiffé. Bah moi c'est un peu pareil que toi en fait, j'ai pris mon pied, alors déjà parce que ça parle de la guerre et j'aime bien les récits de guerre particulièrement, mais déjà moi j'étais complètement à terre sur le dessin, hein. Moi c'est clairement, j'ai vu le truc, j'étais trop content que t'aies choisi ça, je fais oh là là, j'ai aimé instantanément à partir du moment où j'ai vu le dessin en fait, j'ai même pas eu besoin du contenu et en fait surtout c'est qu'il n'y a pas grand chose à lire non plus tant que ça dans le bouquin, enfin c'est pas très riche en texte, hein. C'est très riche dans la représentation des personnages, dans la représentation de leur spécificité à chacun, aussi leur donne le peu de personnalité qu'ils ont, quoi. La clope ça donne déjà un trait de personnalité, les lunettes aussi indirectement, surtout quand elles sont rondes et un peu larges. Le masque à gaz du protagoniste aussi, ça tout de suite tu le reconnais bien, mais ça le déshumanise d'une certaine manière aussi, paradoxalement. Comme tu dis, en fait, ces personnages ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes de par une bombe nucléaire en fait qui exploserait, donc tu n'es plus rien fondamentalement en tant qu'être humain, tu n'es que poussière, comme tu n'es rien. Oui, non, mais c'est ça, tu es quelque chose qui va crever, t'es pas mieux qu'un cockroach, enfin qu'un cafard, pardon. Et ça va, Jean-Claude Van Damme? Apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais avec XT. Vous allez mal vous en sortir, je vous promets. Mais oui, moi c'était une super bonne pioche. Et en fait, au début, je vois le truc, déjà j'étais content qu'il n'y ait pas trop de bulles parce que j'étais un peu short en termes de timing de lecture. On a eu un focus particulièrement long. Oh, ça va, on a eu pire. Mais ouais, donc bon petit plaisir. En fait, pour moi, c'est très viscéral, plaisir viscéral en fait. Là où je rajouterais, s'il n'y a pas du tarantinesque, mais un petit peu dans le côté très brut. C'est le brut d'un Tarantino avec peut-être avec ce que tu disais de Carpenter, l'horreur de Carpenter, quoi. Comme je pense que c'est une bonne manière de le comparer là, le côté Carpenter, t'as raison, hein. Ouais, mais moi ça m'y a fait penser tout de suite. Puis c'est très rythmé, les issues elles se tiennent en 20 minutes on dirait, tu vois, enfin je veux dire il se passe pas un très long laps de temps par issue, quoi. Enfin, c'est très ramassé, le récit il est très ramassé. Non, mais comme tu dis, c'est très sensitif, c'est pas c'est le genre d'œuvre où tu te dis où ça se ressent plus que ça ne s'explique. Oui. Et t'as pas besoin, enfin moi je m'en fous de l'histoire. En fait, je m'en fous, genre façon de parler, petit numéro, ok, très bien. Ça pourrait finir le numéro d'après, ça me gênerait pas. Parce que c'est, comme tu dis, sensitif, il n'y a pas ce nécessaire-là. C'est quelque chose que je serais trop content d'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un récit que je trouve un peu marquant dans sa manière de le faire. J'aime beaucoup, en fait, moi, ce type de récit qui essaye des trucs qui sont pas parfaits, mais il y a quelque chose, il y a vraiment une vraie personnalité, il y a un vrai essai de quelque chose, et du coup, pour moi, ça marche super bien. Non, ouais, mais complètement. Et puis moi, je suis curieux de voir justement où il va aller avec le reste de sa carrière, Chris Condon, parce que justement, lui, à côté, sur le côté un peu mythe américain, du coup, dans son Wolverine, t'as le côté genre de l'agent secret, où c'est Wolverine mixé avec le Winter Soldier, et aussi il fait Green Arrow avec chez DC là en ce moment, dans un truc justement très, très polar, très brut de décoffrage et avec un propos social et tout. Enfin, c'est un mec intéressant. Je suis curieux de voir ce qu'il va nous pondre après. Si, il va faire il y a un Vertigo là, il est dans avec dans la shortlist. Ouais, dans les Vertigo là qui ont été annoncés là, il y a 2 semaines là, il est dedans là, il fait un nouveau bouquin justement avec Jacob Phillips, un polar. Okay. Trop cool. Il y a des trucs super d'ailleurs d'annoncer, qui font envie en tout cas. De ouf. Bah, très bien. Donc si je résume, un style vraiment original qui décape les yeux. Qui peut être clivant, je pense. Enfin. Oui, ça peut être clivant, t'as raison, ça pourrait être clivant. Mais après, c'est ce qui fait l'attrait du récit aussi. Ah quoi. oui, totalement. Le récit sans le dessin n'aurait plus de valeur, je pense. Enfin, au perdrait. Ah, totalement, ouais. Si c'est pas dessiné comme ça. C'est un bouquin de dessinateur. Pas grand chose. En tout cas, pendant que vous parliez, moi j'étais sur le blog de l'artiste et il a fait des covers exceptionnels. Enfin, en fait, je préfère plus le style. Ce qui me plaisait moi quand je l'ai feuilleté, c'était vraiment le côté le côté artiste, mais l'histoire m'intéressait pas et du coup j'arrivais pas vraiment à rentrer dans le truc, quoi. Et je pense qu'on peut résumer ça comme ça, puisque même XT, toi l'histoire tu t'en foutais, quoi. C'est pas le cœur du truc, c'est tout le décor, le décorum, parce que même à la fin de l'issue, je l'ai sous les yeux, mais
t'as plein de trucs qui mettent du contexte des années 40-50 de combat de boxe, de machin, qui sont là pour te remettre dans l'ambiance en fait, plus que le contenu en lui-même. Oui, mais pour le coup, ça, on en a pas parlé. J'y ai repensé en te voyant feuilleter, mais moi j'aime bien quand ils font ça, des espèces de trucs qui étendent où ils te donnent des infos sur le. C'est à toi d'aller creuser en fait dans les petits documents qu'ils te laissent à la fin pour essayer de comprendre un peu plus l'univers. Ou genre c'est pas obligé pour suivre l'histoire, mais ça te. Il y avait ça dans FML justement dont tu avais voulu parler de Keluce de Tonic. Ouais, mais t'en as plein qui font. De toute façon, c'est inspiré un peu de Watchmen où il avait fait ça, Moore à la fin. Hickman justement avec tous ces. Dans X-Men, ouais, avec même dans beaucoup de ses œuvres, avec tous les schémas qu'il fait, tout ça, justement, c'est intéressant parce que c'est genre on dit, en fait, ce qu'on pourrait t'expliquer en plusieurs cases, on te le dit en fait en une page avec juste du texte ou des petites infographies ou des trucs comme ça, et c'est juste avec un menu d'un diner. Comme oui aussi. Ouais, mais c'est ça, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien cette narration un peu là où ça te laisse, ça laisse au lecteur en fait justement, c'est très participatif parce que l'auteur les auteurs vont mettre des graines en fait dans ces trucs là, et puis à toi d'aller les chercher et de faire les liens. En ouais, fait. tu pioches ce que tu veux en plus quoi. Tu vois, t'es pas obligé de tout lire en entier, mais ce qu'on appellerait de mettre communément du lore aujourd'hui d'une certaine manière. Oui, c'est ça, mais c'est toi comme dans un jeu vidéo ou je sais pas où t'es dans un monde ouvert, tu ramasses une note et puis tu lis un truc, t'es pas obligé de le savoir, mais ça donne des infos en plus quoi. Et ben je propose qu'on continue de parler de guerre, mais de guerre avec des dogos XT. Comment ça, de la guerre avec des dogos? Je vais vous parler de la guerre. Avec des petits dogos. Alors ils sont pas petits quand même, hein. Non, Ils sont pas tout petits. Donc je vais vous parler en effet de Escape, un titre écrit par Rick Remender et dessiné par Daniel Acuna, que vous avez certainement déjà pu voir sur d'autres œuvres. Alors Rick Remender sur Sacrificer, sur Fear Agent pour citer son plus connu. Black Science en effet. Et puis Daniel Acuna, j'ai un gros trou. Avengers Twilight, merci. Et déjà avec Rick Remender sur Uncanny Avenger. ok. Ils ont fait genre 30 chapitres ensemble, un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Non, c'est X-Force, tu veux dire. Non, Uncanny Avengers. Il était pas avec X-Force, il était avec qui, Remender, du coup là? C'était avec Openia, Phil Noto. Ah, c'était Openia, c'est ça. Et il avait déjà ce style Oui, il avait déjà ce style là-bas. Ok, d'accord. OpenIA, le chatbot. Non. Openia, O-P-E-N, la lignée à l'espagnol. Mais oui. Du coup, les dogos. Écrit par, édité chez Image Comics. Et ça va nous parler de quoi? La guerre, mais celle de plutôt de 39-45, mais remis au goût du jour avec des dogos. Donc en fait, ça démarre avec déjà un super dessin, il y a rien à dire. Où ça démarre par notre ami Milton avec ses compagnons qui sont partis pour bombarder une ville ennemie. J'ai complètement oublié de noter les noms des pays parce que c'est le genre de truc que je ne retiens jamais. Alors je crois que c'est l'Allemagne du coup. Non, c'est pas écrit l'Allemagne. Non, c'est pas écrit. Non, justement, il y a des pays, c'est des pays fictifs. Non, mais je veux dire, c'est. Ah oui, non. Par contre, c'est l'Allemagne. C'est littéralement, c'est pour ça que je dis c'est la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils ont mis des pays fictifs, mais c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a pas de doute quoi. C'est la technologie Terre sans être la Terre. Oui, c'est ça. Enfin, si tu veux, il y a la technologie, classique quoi. Il y a des postes de chiens nazis, mais qui n'ont pas d'étoiles nazies, mais qui ressemblent à des chiens des nazis. Enfin, il y a tout ce que tu veux, quoi. Donc, ils sont partis pour bombarder une ville allemande. Ça tourne mal. Ça tourne très mal. Ça tourne très mal. Bon, en gros, en fait, l'histoire, ça va être très short, hein, parce que pas grand-chose à en dire, en vrai. Ils vont essayer de bombarder le truc, sauf qu'ils vont se faire avoir par une petite bagarre d'avion. Notre pote Milton, il va réussir à s'échapper en parachute, à survivre et à se retrouver en plein territoire ennemi au milieu de tous les emmerdes. Et là, c'est la course-poursuite pour que lui arrive à s'échapper, à survivre, et il pense à son ex-femme, et voilà. Vraiment, je crois que je vais résumer le récit que comme ça. Je pense que... c'est vendu, hein, c'est très clair. Je vois pas trop quoi en dire de plus en termes de récit pur, c'est-à-dire qu'en fait, je vais être très, très honnête, j'ai trouvé ça pas très ouf en termes de récit. Alors que pourtant, j'adore les récits de guerre, et j'aime plutôt tendance à aimer Rick Remender. J'étais beaucoup plus séduit par la partie graphisme qui évidemment là ne fait pas de doute sur sa qualité vu le nom sur la couverture, qui est très coloré, qui est très riche et qui marche très bien avec ce dont ça raconte. Maintenant le problème c'est que notre pote Milton, moi je vais pas vous dire, enfin j'en ai pas grand chose à foutre parce que je trouvais hyper stéréotypé, ce qui est aussi le penchant des récits de guerre, en l'occurrence, d'avoir des personnages un peu stéréotypés, un peu héros, mais il m'a pas accroché et je trouvais tout le long du récit
tout ce qui était sentimental, complètement stéréotypé, ça m'a pas plu du tout. T'as Il trouvé y a quelques tout le récit est pas ouf, quoi. non, bah alors il y a quelques trucs bien. Par contre, c'est dès qu'il y a de l'action, c'est le moment où le récit devient bien. Mais dès que ça parle, c'est le moment où je trouvais un peu bateau et ennuyant. Alors je pense pas que mes camarades disent la même chose que moi. J'ai un peu un doute là-dessus. Je pense que je serai tout seul sur ma colline. Mais Tout seul. moi, il m'a pas tant accroché que ça. J'ai beaucoup aimé. En fait, après, les deux chapitres, les deux numéros 2 et 3 sont des courses-poursuites, les deux concrètement. Enfin, un jeu de cache-cache et une course-poursuite qui sont super bien mises en scène. Donc, qui sont des vrais page-turners avec un gros plaisir de voir comment on va s'en sortir. Tu sais, c'est vraiment il est vraiment dans un trou à rats. Enfin, il est au milieu de. Mais il est dans les lignes ennemies, quoi. Oui, dans les ennemis, voilà, mais il y a un mot pour ça, enfin une expression qui dit genre il y a des chats partout et c'est la souris, quoi. C'est vraiment ce qui se passe. Tout le monde est là pour le poursuivre, quoi. Il faut qu'il se planque, il faut qu'il trouve un moyen de s'en sortir, etc. Je comprends pas. Je croyais qu'il y avait des chiens. Ça devient confus, ton description. Il y a que des chiens. Ah non, il y a des. Non, parce que les Allemands, c'est des chauves-souris. C'est des Quoi chiens. Non, Mais c'est des pas chiens. des Ils les chauves-souris. appellent les bats, mais. Ah oui, pour moi, c'est des chiens. je sais pas, moi, avec espèces leur de oreille, bergers ouais. allemands, là. Oui, ça ressemble Ah à ouais. des bergers allemands. Ouais. Ah ok, Ouais. parce que moi, avec leurs oreilles, j'ai cru que c'était des Oui, oui. chauves-souris. Bon, pour moi, c'est. Au cas où on n'aurait pas compris que c'était l'Allemagne, ils ont mis des bergers allemands. Oui, quoi. voilà, Donc, c'est ça. D'accord, ok. Ah bah c'est moi qui ne sais pas lire alors. Mais- Non, mais peut-être moi qui rêve, mais en tout cas, clairement, c'est. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, ce récit, c'est un peu. J'en attendais beaucoup plus de Rick Remender là-dessus. D'habitude, Rick Remender, c'est très riche dans ses personnages. Là, il utilise des caractères de ses personnages, encore une fois, un peu habituels, auxquels il sort pas de son carcan, de son personnage. Qui est pas que t'aimes pas tant que ça, mais que t'aimes pas non plus à fond. Enfin, il manque un truc pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé pour que je sois pas aussi accroché, alors que sur le papier il y avait tout pour me plaire. Peut-être que mes camarades sont Bah, Vachement. Mathieu, toi, tu voulais te battre à la base. Tu voulais faire la guerre pour pouvoir avoir celui-là. à la Ah base. ouais, moi je suis hyper sur la guerre, j'adore ça. J'adore ça. Vous aimez pas, vous? Non? Alors, moi, ça dépend avec qui. Non, du coup, bah, je sais pas. Alors, effectivement, c'est un comics de guerre qui est. Bon, on va peut-être arrêter avec ça. Non. Qui est Encore vraiment, le focus. c'est un tout autre style que celui dont on vient de parler. Donc, mais moi, je vois un peu un super Balou qui aurait été réalisé par, je sais pas, Tarantino, tu vois. Il y a un côté mélange super Balou et Ah non, et Paul Greengrass. ok, ouais. Oui, Paul Greengrass sur la partie action, ouais. C'est qui, Paul Greengrass? Le mec a fait Mémoire dans la peau, La mort dans la peau. Et... Si tu vois les Shikikam dans les années 2000. Ouais, voilà, c'est lui. Très bien. Très clair. Donc, moi, le dessin, je suis méga fan. C'est vraiment. Enfin, il est. Oui, rien à dire là-dessus. Il est au top. La première issue qui est d'une tension de ouf, c'est vraiment une bataille aérienne sur 30 pages et c'est vraiment, t'as l'impression d'être au milieu, je trouve, du truc. Donc il se passe vraiment pas grand chose en effet pendant ces 3 issues. On n'avance pas vite. Après c'est une ongoing, il me semble, hein, donc il va prendre son temps. Moi j'aime bien la fin de la 3 là, qui va lui amener quand même des petits dilemmes et tout. C'est vrai que, alors oui, spoiler aussi, c'est violent, hein, clairement. Il va buter un jeune de 20 ans à coup de couteau. Oui, il retient pas ses coups. Hein. Mais bah, en même temps, c'est des nazis en face. C'est Hein, la donc, guerre. et puis c'est des nazis en face. Donc, C'est des nazis bergers allemands. ouais. Les pires. Après, justement, c'est pas si simple parce que justement, c'est ce que son commandant là lui explique là dans Oui, l'avion. au début, ouais, dans la première issue, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas choisi d'être du côté des nazis, quoi. Mais Tu veux dire que son commandant disait un not all nazi dans le premier issue? ouais, un peu. Non, enfin, en tout cas, il y a une discussion là-dessus Il y a sur une la question en légit- effet que tu peux te faire embrigader pour le côté où t'as pas le choix, sinon tu crèves. Ça peut s'entendre. Mais est-ce que les bergers allemands qui le confrontent ont l'air d'avoir des remords à essayer de le chasser? Ah non, eux, ils sont dessinés vraiment comme des gros bourrins qui Non, veulent juste ils- tuer des... Il mérite juste de crever. Allez. Les mots sont durs. Hein. Donc la deuxième issue, moi j'ai bien aimé. Enfin, c'est un peu fleur bleue, un peu. Alors, mais- Désolé, c'était nul, putain. Oh là là, mais t'as Non, pas mais- de cœur, t'as pas de cœur. Non, mais j'ai l'impression de voir un film de Steven Spielberg qui était mais une parodie. Ouais. Alors que j'aime bien hein, Steven Spielberg, j'aime bien le soldat Ryan et tout, mais là ça fait vraiment trop quoi. Qu'est-ce Pas de que- politique évidemment, en Pas effet. de politique et pas d'amour dans mon comics. Là, on veut que de la guerre. Et la paix.
Là, dans celui-là, il n'y a pas de paix. Moi, je trouve que j'ai plutôt été embarqué. Je trouve le personnage, il a pas de répit du tout, quoi. Enfin, une fois qu'il est lâché derrière les lignes ennemies, on sent que ça va être compliqué, quoi. Enfin, parce que il est vraiment bien dans la merde, quoi. Ah bah il est acculé, clairement. Il y a du monde partout autour. Mais je sais pas. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Alors, en effet, faudrait que ça avance un peu dans ce que ça raconte et dans les prochaines issues. Sinon, on va peut-être effectivement lâcher. Mais j'aime bien le perso. J'aime bien le gros bonhomme un peu bourrin sur les bords, mais non. Enfin, moi, j'ai trouvé ça On intéressant. dirait Dwayne Johnson, quoi. Ouais, allez, t'es fou. Voilà, mais moi je verrai sûrement quand ça sortira en VF, au moins le premier arc, voir ce que ça donne. Je pense que ça sera comme ça pour moi. Donc, tu cherches à lui donner sa chance. Quentin. Ouais. Bah écoute, moi j'ai grave kiffé aussi celui-là. Pour le coup, je vois ce que t'as pas aimé, c'était dans le côté très caricatural en fait, très un peu sur les rails du récit, parce que effectivement c'est un récit de guerre classique, c'est vraiment très hollywoodien, mais après hollywoodien qu'on s'entende dans plus hollywoodien pour moi, genre années 50. Ouais, mais tu vois, le bon Hollywood, quoi. Qui est classique, qui te raconte bien une histoire et qui t'embarque bien. Et justement, moi, je comprends en fait en quoi ce côté-là un peu caricatural, justement, toi, t'étais trop pour toi. Mais en fait, moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que moi, j'aime bien quand j'ai des archétypes comme ça, justement, moi, j'aime bien les retrouver, ça m'a fait plaisir. Et puis, je viens un peu là pour ça. Et moi, justement, j'ai trouvé la narration vraiment top. Je trouve que t'es dedans super vite, qu'il arrive à t'accrocher avec les personnages en fait assez rapidement. Alors, du coup, je spoil un peu, mais genre le genre de scène où ils sont dans l'avion est en train de se casser la gueule, son chef là vient de se faire tirer dessus, il le met dans un parachute pour le laisser pour qu'il puisse s'enfuir, et alors qu'il est en train d'aller chercher son pote qui est en train de les défendre dans une tourelle, mais en fait il est en train d'aller le rechercher, il voit qu'en fait son pote il a la moitié du corps qui est parti et qu'il était en train de les sauver en tirant un peu partout, mais en sachant qu'il était condamné. Et genre moi je sais pas, moi c'est classique, mais ça marche trop bien sur moi, quoi. Le côté putain ouais bah t'es déjà mort, mais on y va quand même, quoi. Et après ouais le côté où il se retrouve derrière les lignes ennemies, on voit qu'il essaie de survivre, qu'il compte ses trucs, qu'il a un objectif en fait, parce qu'il doit aller détruire, je sais plus, c'est une espèce un MacGuffin. Un MacGuffin là, clairement. Ouais. Oui, c'est ça, mais du coup ça marche bien, ça te donne direct le truc, et le côté vraiment genre Americana assumé du chapitre 2, qui est un gros flashback et qui montre sa romance, un peu la vie du personnage principal et tout ça. Ouais, moi ça marche de ouf sur moi, je trouve ça trop chouette, le dessin effectivement hyper élégant, donne vraiment un bon cachet au truc, et moi franchement ouais, je conseille aux gens d'y aller, je trouve que c'est vraiment chouette, ça a de la bonne patate. Moi ça m'étonnerait pas que dans les vu ce que Remender dit en fait il a fait une petite longue intro là dans le premier chapitre où il raconte un peu pourquoi il a voulu faire ce bouquin là, ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi de point de vue d'autres personnages et d'autres personnages de l'autre camp par exemple. Ouais, mais pour moi, si tu veux faire ça, il va falloir rajouter un peu plus de subtilité dans ce que tu racontes. En fait, c'est là où je vais faire une comparaison un peu grossière, mais c'est là où je le compare à Garcinis, où Garcinis c'est beaucoup plus violent ce qu'il va dire. Par contre, il va exprimer beaucoup de choses. Enfin, ça va paraître hyper vulgaire, hyper rentre dedans. Mais il y a beaucoup plus derrière qui va se raconter, il va pas être dans les stéréotypes, il va toujours prendre... Tu veux parler de guerre Ennis ? Non mais après à voir comment ça va évoluer, mais je sais pas, moi je suis assez enthousiaste, je trouve assez cool. Moi je trouve ça mignon qu'il raconte qu'il a voulu cette idée de cette BD là parce que son grand-père avait fait la Seconde Guerre mondiale et qu'il a des espèces de traumatismes familiales liés à ça, et qu'ils se sont retrouvés avec le dessinateur qui avait lui c'est son père ou son grand-père, je sais plus, non ça doit être son grand-père aussi, qui avait participé à la guerre civile espagnole et tout, enfin je sais pas, je trouve que c'est assez chouette, et puis moi je trouve que disons que je trouve ça pas étonnant de Remender qui fasse une série comme ça dans le contexte américain actuel, quoi. Bah justement c'est ça qui m'ennuie. Bah ouais, c'est justement c'est trop neutre, quoi. Enfin ouais, je sais pas, après c'est justement en fait pour moi c'est le problème du truc, c'est un récit qui était super valide je trouve en 2000, et je pense que j'aurais beaucoup plus aimé s'il avait relu dans ce contexte-là, j'aurais trouvé ça beaucoup plus appréciable que de le lire aujourd'hui, où je trouve ça hyper gentil sur ce qui peut se passer dans un contexte aujourd'hui, sur justement qu'on voit de la guerre, ce genre de choses. Ah, je sais pas, bon, moi je l'ai fascisme et ce genre de choses. Ah oui, moi je l'ai plus lu un peu comme
comme Hellhunter chez Marvel avec le scénariste qui avait dit bon, ça fait jamais de mal de tuer un peu de nazis. Ça, d'accord. Mais, Là, on se retrouvera tous là-dessus. Mais voilà, non, mais c'est pour ça. Mais ouais, moi, je te dis, moi, je comprends tout à fait ce qui t'a pas plu dedans, et peut-être que pour les gens qui seront plus, comment dire, comme moi justement, c'est ça que j'ai aimé. Par contre, je suis d'accord avec toi que je suis un peu seul sur ma colline là-dessus, tu vois. Non, mais je pense que t'as plein de gens. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec dès que c'est justement très archétypal, un peu caricatural, que justement ils s'entrent pas dedans parce que c'est trop vu déjà et que ça, du coup, tu peux pas t'impliquer dedans parce qu'il n'y a pas de truc en plus. Mais c'est peut-être moi mais qui toi, très t'es bon. rentré dedans. Ouais, c'est ça. Moi, je suis rentré dedans et puis je pense que je suis bon public sur ce genre de truc-là. Moi, j'aime bien les archétypes. Après, Il m'en faut pas beaucoup après pour vite m'attacher, quoi. je pense qu'on peut faire confiance à Remender sur la création de ses personnages. Oui. C'est un mec qui arrive à faire des persos dans Fear Agent ou dans Black Science. S'il arrive à faire des vrais personnages, peut-être que ça va se développer et que peut-être, oui, bien et sûr. qu'on va avoir plus de, je sais pas, de background du gars ou enfin. Mais je trouve qu'il a été beaucoup plus riche sur genre Sacrificer ou son Seven to Eternity par exemple, qui est genre en 3 numéros. Là déjà, Seven to Eternity, je pense que c'est peut-être ce que je préfère de chez lui. En 3 numéros, clairement, tu sens qu'il y a un peu plus de matière, quoi, par exemple. Bah, c'est peut-être un petit Remender, moins marquant que certains. Il a perdu 2 cm et demain. Non, et puis moi je trouve ça, juste parce que je pense que là on a un peu fait le tour, on a un peu tout dit. Moi je voudrais juste mettre le focus sur le fait que ça sort du coup dans son label chez Image Comics Giant Generator, et que je suis très heureux de voir qu'il l'alimente vraiment de plus en plus et qu'il est en train de se construire vraiment un petit parterre de trucs, parce que maintenant il s'édite pas que lui-même, il édite aussi plein de projets d'autres copains artistes, notamment il y a la dernière BD là de J.J. Jones, Dusk quelque chose, je ne sais plus, un espèce de western aussi qui sort chez lui. Il y a le Tin Can Society, il y avait le Holy Roller, la BD qu'il a faite avec Andy Samberg. Moi j'aime bien le voir un peu en auteur comme ça, un peu grand Manitou, qui commence un peu à éditer d'autres gens, et je sais qu'il y a d'autres projets qui sont en préparation. Je sais qu'il doit faire un western avec André Lima Ronro. Du coup, avec qui il avait fait Une sauf légitime de vengeance, ah oui, c'est vrai. Ou comment il s'appelle, qui travaille sur Sacrificer aussi, qui fait les fill-in. Et enfin, il a plein d'autres projets avec plein d'artistes super cool dans les cartons et tout. Donc, tout le monde doit bosser avec lui après. Enfin, je pense que c'est le côté bankable qui devait marcher. Après, tu as des auteurs bankable où tu sens qu'en ce moment, ils ont plutôt. Les artistes ont plus trop envie de bosser avec eux. Je ne vise personne à part Marc Millar. Très bien. Et il nous reste encore une review. Et je te rends la parole, Quentin, parce que on va faire une petite pause et on va arrêter de parler de la guerre. Oui. Et on va se lancer dans la guerre. Voilà. Dans Cheetah and Cheshire Rob the Justice League, une série qui vient de sortir, scénarisée par Greg Rucka et dessinée par son ami Nicolas Scott. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé d'être à l'abri de tout besoin pour le restant de votre vie ? Évidemment que oui, mais jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour cela ? Eh bien, nos protagonistes du jour, Barbara Minerva, a.k.a. Cheetah, et Jed Nguyen, Cheshire Cat, elles sont prêtes à aller très loin. En effet, depuis les récents événements de Absolute Power, notre bon univers d'ici est en crise, notamment à cause de la perfide Amanda Waller, qui avait réussi à s'emparer de l'Amérique en volant les pouvoirs de tous les héros de DC. Alors, bien évidemment, après la crise, tout a commencé à rentrer tranquillement dans l'ordre, si on met de côté le fait que beaucoup de super pouvoirs, au lieu de revenir à leurs propriétaires, se sont éparpillés un peu n'importe où. Ça nous donne par exemple une Lois Lane avec les pouvoirs de Superman, ou un Goria Grodd avec la télépathie du limier martien. Pour résoudre ça, les super-héros Atom ont développé une machine pour réintégrer le pouvoir de leur propriétaire. Cependant, cette fameuse machine réalise une copie de ses pouvoirs, et sur le marché noir, une telle quantité de puissance est pratiquement inestimable. Et ça, nos super vilaines du jour le savent très bien. Cheetah et Cheshire vont donc tenter l'impossible, cambrioler la tour de guet de la Justice League, l'un des endroits les plus protégés au monde avec la Batcave ou notre bonne forteresse de solitude. Nos Brad Pitt et George Clooney en herbe vont donc devoir redoubler d'ingéniosité avant de rentrer ni vu ni connu dans le cœur battant de la Ligue pour dérober la machine à pouvoir des atomes. Et pour mettre à bien leur plan, elles vont devoir recruter les meilleurs atouts possibles. Et entre le sorcier Clarion, terrifiant et naïf, accompagné de son chat mystique Tickle, la roublarde Hasard, qui peut manipuler les probabilités,
Et la petite nouvelle, Alaya Radko, qui utilise sa super force pour protéger les manifestants contre la police. On ne va clairement pas être au bout de nos surprises. Et bien sûr, tout cela, ne va pas être aidé par une Cheetah qui est sans cesse perturbée par les supplications de sa divinité et Cheshire Cat qui va devoir composer avec sa fille Liam Harper, super-héroïne de son état, avec son père Red Arrow qui veut se joindre à la petite bande. On va donc partir dans un Ocean 11 à la sauce DC Comics, et bon Dieu que c'est cool et fun. La gouaille et les répliques sont particulièrement justes, on prend le temps de voir les relations se créer entre chaque membre de l'équipe, et on sent l'attachement sincère entre Cheetah et Cheshire, on s'amuse avec leur complicité. Et on prend plaisir à voir évoluer les marges de DC, entre les vilains qui utilisent les pouvoirs pour se mettre à l'abri sans faire de vagues, ou les héros tertiaires qui pêchent par orgueil. Ruka et Scott arrivent à donner beaucoup de vie et d'intensité à cet univers tentaculaire. On nous montre ce qu'on n'a pas l'habitude. Ils arrivent à créer une véritable stature iconique et forte à nos super-vilaines, mais en même temps en nous y attachant par des détails justes et subtils. Le trait réaliste, précis et expressif de Nicolas Scott participe très clairement à cette ambiance très intime. Greg Rucka, grand amoureux de Wonder Woman, qui a déjà par 2 fois géré son univers, montre une vraie maîtrise et justesse, simple mais facile et drôle. Et comme vous aurez sans doute pu le comprendre, moi j'ai vraiment adoré ces 3 premiers chapitres, ça m'a hyper chopé. C'est plus que ce que j'aurais vraiment pu à l'origine. Il y a une bonne saveur du DC des années 2000. Je pense que les fans des Birds of Prey ou des Secret Six de Gail Simons risqueraient de pas mal apprécier cette lecture-là. Et je trouve que la justesse en fait qu'il y a, c'est que ça nous montre vraiment, ça donne beaucoup de vie à DC parce que ça montre en fait ce qui se passe un peu ce qui peut se passer entre les grandes sagas, entre les grandes histoires, avec des personnages justement un peu, c'est presque une série de tranches de vie qui montre un peu leur vie, comment elles vont toutes et tous commencer à gérer leur petite casse. Et ça va pas plus loin pour l'instant qu'un espèce de rip-off de Ocean 11 mais à la sauce d'ici, mais ça le fait tellement bien que ça serait dommage de le bouder. Bah écoute, tu sais quoi, on va être d'accord, récit simple, efficace, mais pareil j'ai adoré. J'ai beaucoup plus pris mon pied là-dessus, avec ces stéréotypes beaucoup plus modernisés. Ce qu'on avait pu lire pour Escape. C'est une petite balle perdue. Continue d'attaquer. Mais en effet, moi j'ai trouvé les personnages turbo attachants, genre vraiment tout attachantes. Et puis ce petit duo en fait qui n'est pas Harley Quinn et Poison Ivy, ça change aussi d'avoir toujours les mêmes. Même si j'aime beaucoup Harley et Poison Ivy, c'est pas la question. Mais ça fait du bien aussi d'avoir d'autres duos qui sortent un peu du lot, et en plus du côté des vilaines qui sont pas non plus les plus populaires du monde non plus. C'est encore une fois pas Poison Ivy et Harley. D'ailleurs, c'est qui chez Cheshire ? C'est une espèce de mercenaire un peu, qui peut être ennemi de Batman, des Titans ou des persos un peu comme ça. Experte en poison. Oui, notamment. Ouais. Okay. Voilà. Et qui a eu une relation du coup un peu flamboyante avec Red Arrow, avec qui ils ont eu une fille. Mais donc voilà, c'est un récit très qui va réunir, vraiment le côté départ de Ocean 11 où chacun va réunir. Tu connais machin qui pourrait nous aider dans cette mission, ouais, ou on veut en prendre quelqu'un mais c'est pas un psycho, on veut pas que ce soit un malade, on veut pas que ce soit le Joker, tu vois, on te fait comprendre non tu verras pas le Joker, non tu verras pas je sais pas qui, tu verras pas Killer Croc, tu verras pas tout ça, tu vois clairement tout ça je trouve que c'est bien amené la manière de dire non, c'est un peu méta dans le façon, je trouve que c'est un peu méta dans la façon de dire arrêtez d'espérer de voir le Joker chez nous, ou de voir ça, on va prendre juste on va pas se faire chier, les troisième couteaux. Non, parce que c'est pas les troisième couteau non plus quand même. Mais Clarion un peu. Oui, mais Cheetah non quoi. Cheetah non, mais Clarion faut connaître. Clarion c'est celui avec le chat là. Ouais. Mais et du coup t'as ces personnages qui deviennent un peu attachants, qui vivent leur vie avec leurs enfants quoi. Donc c'est ça qui est encore vachement rigolo. Moi, je trouve ça génial, cette vie de famille que tu vois, qu'on entend parler tout à l'heure, quoi, qui se déroule un peu sous tes yeux. Oui, c'est ça. Moi, j'adore cette idée que genre t'as sa fille en fait, qui est une super héroïne, qui est là pendant qu'elles sont en train de parler de leur casse, et les deux elles regardent, demandent. Bon, tu le dis pas à ton père. Hein. Oui, voilà. et elle vient participer au truc parce qu'elle se dit il y a une émulsion sympa, je rencontre des gens. Et c'est trop marrant, elle est assise dans la cuisine et tout, elle écoute de loin un peu, tu sais, comme un gamin quoi. Ouais, comme un enfant. Genre mes filles, des fois elles écoutent les discussions, tu vois, et sauf que là ça parle de casse, quoi, c'est marrant.
et puis qui vient intervenir, qui va rajouter un peu d'humour là-dedans. En fait, c'est très frais. Enfin, j'ai pas trop d'autres mots. Ça me rappelle un peu, pareil, ce qu'avait fait en effet Bird of Prey, qui avait été colorisé par Jordi Belair, mais j'ai oublié les auteurs. Oui, il y a le de Parker Thompson. Oui, c'est ça. Et que j'avais beaucoup aimé, que je trouve une certaine dynamique assez proche de ça. Côté plaisir, sauf que là, c'est peut-être sur un sujet que je trouve vachement plus marrant qu'étant un cast. C'était un peu dans un cast aussi dans Birds of Prey, là, sur l'île des Amazones, mais là, c'est un cast un peu plus rigolo, plus organisé. Et le team-up se fait plus doucement, prend plus son temps. Et ouais, moi, j'ai vraiment bon petit plaisir. Le dessin, je suis un peu moins fan, mais bon, après, on va dire que je pense que ça vieillira peut-être un peu beaucoup, au fur et à mesure du temps. C'est un peu le dessin générique qui suit un peu ce qu'il y avait dans les années 2000 et qui a un peu évolué depuis et qu'on reste dans cette même gamme là. Enfin, c'est peut-être plus la colo que le dessin d'ailleurs qui me fait dire ça, mais ouais. Ok. Eh ben moi j'ai vachement aimé. C'était les dessins, c'est vrai que les dessins ils ont rien de spécial, mais ça fait le taf. Oui, c'est pas indigent. C'est pas ce qu'on retient le plus quoi. Moi j'ai aimé le rythme qui prend bien le temps de créer l'équipe et tout. Enfin surtout que bon. Ça pourrait être un défaut, parce que il y a que 6 issues et ça prend déjà quand même un peu de temps, une issue pour qu'elles se rencontrent toutes les deux, etc. Moi, c'est clairement, je l'ai lu, et pour moi, c'est clairement le défaut que j'ai eu. Je me suis attaché au personnage, même si je ne connaissais aucun, peut-être à part Cheetah, vite fait. Et ça m'a un peu perdu, mais ça m'a un peu frustré qu'au bout de 3 issues, ok, l'équipe est formée, c'est sympa, mais ouais, mais le braquage. Le cas, c'est toujours pas là. Le braquage, il va durer une issue, tu vois. Ils vont pas passer 8 ans dans le truc. Enfin, faut que ce soit vraiment un truc éclair, quoi. Enfin, parce que c'est quand même la Justice League en face, tu vois. Donc, moi, ça me choque pas que ça prenne son temps, quoi. Ouais, pareil. Puis ça présente bien les persos et tout ça. Justement, à l'inverse de ce dont on avait parlé la dernière fois, ou New Avengers, où je trouvais que c'était vraiment en une issue ou deux, ils réunissaient une équipe de 7 ou 8 gars, tu vois. Enfin, je trouvais que ça allait... ça n'est pas comparable. Moi, non. New Avengers, moi j'avais trouvé ça rigolo et fun. Là, pour moi, c'est vraiment du très bon comics, quoi. Là, mais dans le genre team building, tu vois, ça prend un peu plus son temps, c'est agréable. Puis les persos sont assez savoureux. C'est des gens qu'on voit. Moi, j'en connaissais quasiment pas, à part Cheetah, quoi, mais sinon les autres. En fait, là, tu viens de dire un mot, par contre, que c'est du très bon comics. Et en fait, ouais, je suis d'accord, si c'est dans la culture populaire de ce que pourrait être des comics de super-héros, oui, c'est un truc genre, oui, c'est du très bon comics, on pourrait dire. Je suis pas obligé de tourner autour du pot et dire, ah non, ça c'est de l'indé, donc tu verras. Enfin, pour les gens qui aiment pas les super-héros, je pense que c'est un truc qui peut marcher, tu vois. Oui, ça peut être. Et puis surtout, moi, je trouve que ça bénéficie de toute l'écriture en fait de Greg Rucka, qui est quand même un vétéran de l'industrie. Et de ce genre de récit. Oui, et clairement de ce genre de récit. Et je trouve que justement, moi, c'est ça que je voulais essayer de signifier dans genre c'est simple, mais c'est cool parce que l'histoire coule toute seule. Les persos sont très vite présentés, attachants. T'as envie de les suivre vite. T'as des interactions avec eux. Et en fait, quand tu lis un truc comme ça, tu te dis genre c'est facile, mais en fait genre c'est hyper compliqué à faire ça. Et pour moi, ça, quand j'avais lu justement le 2e chapitre où il y a toute la présentation des personnages, moi j'avais été soufflé par justement de me dire putain l'efficacité du gars quoi. Genre ça. C'est simple, oui. Ouais, c'est ça. Moi, juste ça m'avait, il m'avait une petite claque quoi, en me disant ah ouais putain un mec qui est vraiment efficace dans ce qu'il raconte, putain il perd pas de temps et ça prend tout de suite quoi. Pour vous redonner un peu aux gens qui connaissent peut-être pas trop, Greg Rucka, lui à la base c'est un auteur qui a commencé en auteur de polar, de romans à la base, et après il a fait beaucoup de sa carrière chez DC Comics. Sans doute que son plus gros fait d'armes c'est son run sur Wonder Woman et Gotham Central et voilà, et j'allais dire Gotham Central avec Ed Brubaker, du coup du pur polar, mais où on suit un peu comme ici en fait, les gens un peu plus lambda en fait de l'univers DC. Il y avait et puis après chez Marvel il a fait un super run sur le Punisher, ou en indépendant il fait le Lazarus qui Lazarus très bonne aussi, qui est une espèce de techno-polar politique, vraiment chouette quoi. Et donc et avec Nicolas Scott ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble. Ils avaient bossé sur Black Magic, une série en indé, ils avaient fait du Wonder Woman ensemble. Et ouais, moi, je vous trouve un peu méchant sur elle. Moi, je trouve qu'elle a vraiment un style très vivant et assez détaillé. Après, pour le coup, elle était déjà là dans Bird of Prey avec Gail Simons dans les années 2000. Donc, effectivement, elle a un peu un trait de cette époque-là. Mais je vous trouve un peu méchant. Moi, je trouve je déteste pas, mais ça retient pas l'attention plus que ça, je trouve, tu vois. Mais non, moi, j'aime beaucoup le personnage je me souviens plus de son nom, de la fille. C'est Liam.
qui est vraiment chouette, qui traîne toujours autour un peu d'eux comme ça, en second plan et tout, puis qui leur trouve quand même la Power Girl, là c'est elle qui trouve... Ouais, sur les réseaux sociaux j'ai trouvé ça trop drôle. Non, moi j'aime bien, effectivement, le côté casse, un peu une équipe de... Enfin, c'est pas des losers, mais c'est pas des gars... c'est pas des gars du devant de la scène, ça me fait penser un peu à Rogues de Joshua Williamson qui était sorti en Black Label là, il y a quelques temps. Ouais, qui était un peu la même idée. Hein. C'était un Ocean Eleven aussi. Ouais. Pour le coup, plus avec des mecs ringards un peu. Ouais, voilà. Mais non, moi j'ai trouvé ça plutôt chouette en 6 issues. Ça va être très très bien, je pense. Et surtout, effectivement, du coup, que le fait que Tuk t'en parle, moi je voulais aussi pour terminer mettre l'accent sur le fait que même si vous savez pas trop ce qu'il en est de l'univers d'ici, vous connaissez pas trop le personnage, moi je trouve que ça se lit vraiment très bien. Donc après, toi tu dis que ça, même si ça t'a accroché, l'action n'arrivait pas trop tout de suite, quoi, mais je trouve que même si vous connaissez pas du tout les personnages, ça peut vraiment se lire vraiment bien, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître beaucoup plus de choses, et ce qu'il y a besoin de savoir est très vite donné. Et ensuite, pour les gens qui sont un peu plus... qui suivent un peu plus les événements, ça s'inscrit très intelligemment dans le reste en fait de l'univers d'ici actuel. Et il y a dans le premier numéro, il y a une référence à la série Poison Ivy, ça joue sur les conséquences de Absolute Power et tout ça. Donc justement, moi je trouve qu'on sent le scénariste vétéran, quoi, qui a son histoire, qui l'inclut bien dans le truc, mais qui en même temps peut se lire un peu tout seul. Donc voilà, moi franchement j'ai kiffé, je vous conseille. Non, mais je pense que ça me plaira plus quand l'histoire sera terminée et que je pourrai vraiment la lire d'un seul bloc. Et que là vraiment j'aurai la conclusion, le casse et en fait comme un film en fait. Là j'ai l'impression d'avoir vu le premier épisode d'une série, mais ce qui est vraiment intéressant c'est le casse. Et dans ce genre, dans Ocean Eleven, dans tout ce genre de trucs, ce qui est intéressant aussi c'est le casse. Ouais. Là on a juste vite fait le plan qu'ils vont avoir et on sait pas encore toutes les galères qu'elles vont avoir. Et puis moi je trouve qu'un comics où il y a le mot benzodiazépine, c'est vrai. Forcément un bon comics. Je trouve que c'est un trop beau mot, c'est une poésie en un mot. C'est un mot qu'on n'utilise pas assez dans la vie. Non, je connais une chanson où il y a benzodiazépine. Très bien, je propose qu'on conclue la partie des reviews. Alors pour récapituler, Cheetah and Shire Rob the Justice League, c'est unanimement très cool, c'est du très chouette comic de super-héros. Peut-être attendre que ce soit terminé pour vraiment voir le truc dans l'ensemble, mais sinon c'est très cool. News from the Fallout, qui a un style vraiment très original, qui vaut le détour au point que l'histoire, on s'en fout un peu. Et Escape, où en action c'est super beau, mais avec un protag qui n'a pas de répit, mais qui manque de répliques marquantes, si j'en crois XT. Oh, joli. On va pouvoir passer à la suite. Mais avant d'entamer la seconde et dernière partie de cette émission, une petite page de publicité de tous nos réseaux sociaux. Pour ne rien louper de nos actualités et de la sortie de nos prochaines émissions, vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, @comicsoutcastvhs.bluesky.social, sur Instagram, @comicsoutcast, mais également sur Facebook, le Bouya Comic Club. Et évidemment, je ne peux que vous encourager à nous rejoindre sur Discord. Le lien est en description, dans nos bios et sur tous nos réseaux. Vraiment, la communauté est trop sympa. On parle des dernières sorties, on organise des petits jeux, des sorties dans des comic shops le week-end. Il y a le club de lecture. Mathieu. Exact, il y a le club de lecture en ce moment. C'est quoi la lecture du jour? On va bientôt donner notre avis sur Hélène de Windorm. Et là, actuellement, il y a des propositions qui sont plutôt chouettes. Je les ai pas exactement en tête, mais pas très grave. Voilà, je vous dirai ça la prochaine fois. Vraiment, rejoignez le Discord pour découvrir ça en direct. Et le dernier arrêt obligatoire, il faut que je vous parle de notre Patreon. Pour celles qui ne le savent toujours pas, un Patreon, c'est un site qui nous permet de nous soutenir financièrement via une petite contribution ponctuelle ou mensuelle à notre label Vaisseau Hypersensas. Tous vos dons bénéficient à tous les podcasts du label VHS. Donc en soutenant Comics Podcast et Croissant Podcast aussi, vous soutenez également Le Défaussé, qui parle de jeux de société, le podcast de fiction La Cartographie des Chimères, Drôle de jeu, 6388, qui ouvre respectivement les coulisses du jeu de rôle grandeur nature ou de la création de jeux de société. Et sans parler de toutes les émissions qui ont été produites par le passé, ça fait des heures d'écoute.
Et grâce à vos dons, vous nous aidez à garder notre indépendance, à acheter du nouveau matos, d'organiser des événements avec vous. Et en échange, vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif, à pouvoir participer à des concours pour gagner des choses et plein d'autres bonus. Comme par exemple participer à une émission à nos côtés. C'était le cas d'ailleurs de la précédente émission. Bref, n'attendez plus et allez jeter un coup d'œil à notre page sur patreon.com, vaisseau hypersensas. Comme on est indépendant, on peut pas nous censurer nos blagues d'intro. Des fois, c'est dommage. Parce que les meilleurs patrons, c'est les Patreons. Comment on dit, les patrons. Les patrons. Les patrons. Cette page de réclame terminée, on passe enfin à la partie que vous attendiez toutes et tous, notre dossier focus. Et oui, le focus. Et quel focus? Ça fait plusieurs années que j'essaie d'en parler, enfin que j'essaie de le caler dans le planning, comme pas mal d'autres focus à vrai dire. J'ai commencé par faire les présentations, où est-ce que vous pouvez l'acheter. Ensuite vous allez acheter le bouquin, et puis éventuellement vous nous écouterez après, comme vous voulez. Mais je vous inviterai, voilà. Donc on va vous parler d'un livre qui s'appelle Moonshadow. Moonshadow, c'est un livre écrit par, je sais pas son vrai prénom, mais J.M. de Mathéis. C'est Jean-Marc. Non, c'est pas Jean-Marc. C'est Jean-Marc. C'est Jean-Marc de Mathéis. Merde. Et que vous avez déjà pu lire sur du Spider-Man par exemple, ou avec avec l'histoire de Kraven, j'ai oublié le nom. C'est Et Jean-Michel. Dernière chasse de Kraven. Chasse de Kraven. Jean-Michel, c'est pas Jean-Marc les gars, non? Ah non, moi j'ai vu Jean-Marc. c'est Jean-Marc. Ok, pardon. Et au dessin, à la peinture, John G. Muth, M-U-T-H, Muth, à illustration. Il est important de savoir que c'est disponible en français depuis 2020 chez Aquileos au prix de 40€ pour 512 pages et quelques. On parle de 12 numéros avec un numéro étendu. L'édition française est superbe, elle est grand format, elle est vraiment très belle, il n'y a rien à dire dessus. Si vous avez l'occasion de la prendre et que le focus vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Les présentations sont pas tout à fait terminées, c'est édité aujourd'hui, c'est édité par Dark Horse. Reste qu'à l'origine c'était édité par Epic Comics en 85 quand ça a commencé. Même par Marvel. Ouais, ça ponait à Marvel, en fait c'était l'IA2. Et ensuite, ça a été récupéré par Vertigo en 97, quelque chose comme ça. Je sais plus ce que j'ai noté. En 94. 94. Et il y a eu un épilogue. Et l'épilogue est 97, voilà, c'est ça. Donc j'ai proposé ce titre-là. Ce que je suis content, c'est que notre présentateur nous a dit tiens, je vais jeter un œil, et puis en fait, il s'est tout englouti a priori. Oui. Donc J'ai été happé dans le monde de Moonshadow. Je suis monté dans la navette et je ne l'ai plus quitté. Et je ne sais pas ce que j'en ai de mes camarades qui l'ont découvert à peu près, mais voilà. Donc, de quoi que ça nous parle? 12 numéros pour nous faire rêver, ou d'une certaine manière, nous faire rêver dans la manière dont on compte une histoire, parce que c'est un vieux monsieur qui va nous raconter sa jeunesse, certainement de manière romancée. Un monsieur de 150 ans, si je dis plus de bêtises. 120 ans. 120 ans. Purée, t'as pris tes notes plus. Moi, je fais Je t'ai 60 dit, notes. je suis vraiment tombé dedans. Ouais. J'ai cherché des interviews, j'en ai pas trouvé, ou pas une tonne. J'avais besoin de comprendre. Qui va nous conter donc sa jeunesse. Évidemment, tout ça va être relativement romancé parce qu'on part sur un récit qui démarrait dans les années 60 lors du Flower Power. Et qui va nous parler donc de Moonshadow. Qui sait, pourquoi, comment. Donc en gros, l'histoire démarre par il y a dans le monde une forme de dieu. Une forme de dieu complètement désintéressé ou qui ferait des surprises un peu au monde, mais c'est pas tant dans le monde, c'est dans l'univers, dans l'espace, dans le grand univers de l'univers, qui va en fait décide de coucher avec une femme humaine, une hippie concrètement, une hippie dans le sens dans toutes les valeurs que ça leur représentait, c'est-à-dire dans les valeurs culturelles, de grande lecture, de valeurs de paix, de valeurs de liberté et de liberté sexuelle aussi, de ce genre de choses. Et de beaucoup de drogue aussi. Et de beaucoup de drogue, tout à fait. Qui va du coup faire un enfant avec elle, et donc qui sera donc Moonshadow. Elle sera kidnappée, ils vont arriver au zoo. Mais le zoo, pas le zoo d'être humain, non, un zoo fait de 1000 gens différents, 1000 espèces différentes sur une planète un peu enfermée. C'est une forme de prison, mais où ils vivent bien, et en fait où la seule vraie occupation de Moonshadow qui pourra
occuper à son temps plein, c'est la lecture. Concrètement, il va avoir à sa disposition une grande bibliothèque. Moonshadow, c'est ce personnage enfant dont on va suivre le périple en fait. On va suivre son périple, mais surtout son périple vers l'âge adulte. C'est ça qui est important. Sa découverte de ce que peut être l'être humain et de ce qu'il n'est pas, et de cette découverte de lui-même. Et c'est pour ça qu'on parlait de la guerre. On va en reparler. Il se trouve que Moonshadow, donc il est au zoo, un peu enfermé comme ça, et il se trouve qu'à ses 12 ans, 14 ans, 12 ans de mémoire, 12 ans parce qu'après il a 2 ans de plus, non 14 ans, c'est bon. Parce que le récit s'espace sur 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans. Ouais. Et on passe son anniversaire en l'occurrence sur ses découvertes. Et il va réussir à s'échapper. Enfin, il va réussir. Disons que son père va lui faire la mauvaise blague de le faire sortir de son zoo avec un compagnon de route qui s'appellera Ira et un chat, dont j'ai déjà oublié le nom. Enfin, une forme de chat, un chat démon. C'est un chat. Merde, Comment il s'appelle déjà? Mais ce n'est pas très grave. Et avec sa mère, ils sont partis au départ. Et ils vont partir vers de nouvelles aventures. Concrètement, c'est littéralement ça. C'est une forme de découvre le monde, mon grand. Sur lequel, en fait, il va lui arriver des aventures, mais beaucoup plus de mésaventures, à vrai dire, qui vont lui faire découvrir l'être humain. Il va, sur le récit, je vais essayer de pas trop spoiler, mais je vais quand même vous spoiler à la fin du issue numéro 2, perdre sa mère, dans la découverte, dans un acte de bonté extrême, c'est-à-dire que, pour résumer un peu le numéro, où en fait, après s'être échappé, ils vont découvrir une espèce alien qui sera en train d'essayer de donner bas. Et la mère de Moonshadow fera tout pour l'aider cette femme, cette espèce féminine en train extraterrestre de donner naissance. Et elle se fera littéralement bouffer par l'engeance qu'elle aura donné naissance, enfin bouffer, en tout cas bouffer le bras, qui est bien salement. Où en fait, et ce qui est marrant, c'est que il y a de l'horreur un peu dans tout ça, mais c'est jamais montré avec cette scène-là n'a aucune once de méchanceté, enfin d'animosité dans ce drame-là. Il n'y a pas de haine de ce qui arrive à la personne. Non, c'est la nature en fait. Voilà, il y a un côté naturel qui est apporté là-dedans. Et c'est assez très bien présenté, je trouve, ce côté sans haine, mais en tout cas, lui le Moonshadow n'a pas de vengeance à proprement parler, mais n'a juste que la douleur de perdre sa mère. Et donc il se retrouve avec qui? Avec Ira, qui est quand même un sale con. Enfin, faut le dire, hein. C'est un sacré connard. Hein. Libidineux, pervers. Satire. Imaginez drogué alcoolique. Monsieur machin, le cousin machin, mais avec des bras et le cousin machin écrit par Garcenis. C'est Chewbacca, en gros, littéralement, il est dessiné comme Chewbacca, mais sauf que c'est un connard, quoi. Enfin, c'est littéralement, il fait c'est un peu le père ingrat qui n'a rien à foutre de son gamin, qui pourrait éventuellement le battre pour voir ce qu'il veut, qui il lui fera voler des trucs, il lui fera faire tous les pires comportements possibles imaginables qu'on peut avoir en tant qu'être humain moderne, ou en tout cas les plus lâches. Et puis il passe son temps à le trahir. Voilà. C'est vraiment... Il y a des moments très difficiles où Moonshadow espère le garder. En fait, c'est une vraie relation toxique parce que lui, en fait, vu qu'il ne reste que lui et ce chat dans sa vie, lui accorde énormément d'affection à cet Ira. Malgré... Qui n'est qu'un tyran. Qui n'est qu'un tyran, voilà. Et le mot père est vraiment ça parce que c'est vraiment une figure de père pour Moonshadow. Peut-être même plus que son vrai père. Qui n'est pas là, parce qu'il viendra là, qui interviendra au moment du récit quand il n'en a pas besoin pour se foutre de sa gueule ou pour faire semblant de l'aider. Parfois pour l'aider, parfois pour pas l'aider, on sait jamais. Mais c'est ça, enfin... Puis il perd jamais... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Mais... Il perd jamais espoir en fait dans le fait qu'il y a quand même quelque chose de bon au fond de cette boule de poil dégueulasse. Lui Moonshadow n'est que bonté. Et donc après ça, en fait, après ces événements-là, donc Moonshadow va se retrouver à la guerre. Il va se retrouver la guerre entre deux factions, enfin deux univers, deux pays, deux planètes, de ce que vous voulez, qui vont s'affronter dans une guerre dont on n'est pas si sûr de comprendre les tenants et les aboutissants, mais autant que Moonshadow semble les comprendre. Il nous découvre ça et on commence à lui présenter la guerre sous un jour glorieux, un jour où si tu te bats, mon grand, tu seras reconnu, tu ne seras pas qu'un nom sur une tombe et qu'un nom sur une liste de gens décédés. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir en fait l'horreur de la guerre, d'être amené dans cette guerre et la subir et avoir sa grande désillusion, ses premières désillusions. Malgré tout ce qu'il avait lu, tout ce qu'il avait, les récits héroïques qu'il avait pu lire, tout ça tombe un peu à la trappe dans son expérience.
Sans trop, je vais pas trop m'étaler sur parce que ce récit de guerre d'ailleurs restera jusqu'à la fin. Il y a une forme de dénouement de toute cette, de tous ces personnages qui seront présents dans ceux qui dirigent ça, dont le sort ne sera réservé qu'à la fin. De même que cela abordera aussi les religions dans ces conflits-là, comment la manipulation de la religion sous forme de manipulation de masse, sous forme de justification de traite humaine ou ce genre de choses, parce qu'on parle aussi de la traite des humains dans ce livre. Mais on parle de la traite des humains, mais que font les humains entre eux quand il ne reste que eux et qu'ils n'ont rien d'autre? Aussi l'amour et le sexe. Et c'est un véritable coming of age là-dessus sur sa manière de découvrir la sexualité. Tout au long du récit d'ailleurs, au début c'est quelque chose dont il a peur, parce qu'évidemment il est très jeune, enfin trop jeune, et il en a peur, il fuit les premiers émois qui peuvent l'atteindre. Avec le temps, avec d'ailleurs un truc très rigolo qui est très amusant, c'est que en fait il y a l'ombre de sa mère, le fantôme de sa mère qui vient lui dire non, Moonshadow, reste pur, reste sain, machin, enfin, qui semble lui dire garder son enfant innocent en fait, qui semble essayer de conserver l'innocence de son enfant, et lui c'est ce qu'il s'imagine dans sa tête, ce qui permet de justifier tout ça. Et plus tard dans le récit passera on va dire cette étape avec cette voix qui s'éteindra et qui sera différente. Enfin, qui aura des mots plus doux, enfin, de fils qui grandit, tout comme sous le regard de son père, son véritable père qui sera là pour l'accompagner. Mais tout ça, c'est sans oublier Ira qui lui montrera où lui découvre la partie innocente. Ira qui sera à côté, toujours là pour nous rappeler le penchant le plus sombre de ce qui se passe à côté. Mais pourtant Ira, ce qui est très curieux, ce qui est presque bizarre, c'est qu'on s'y attache presque un moment parce qu'il commence à avoir une certaine forme d'humanité au fur et à mesure des récits, à qui on ne pardonne pas ses comportements, mais à qui le fameux on peut expliquer, mais ça veut pas dire qu'on compatit. Enfin, Oui, et puis il n'est pas défini que par ses actes. Je veux dire, tu vois, c'est pas parce qu'il fait des trucs de connard que au fond c'est vraiment un réel connard à 100%, quoi. Non, oui, évidemment, il a une partie de lui qui est bonne, on va dire. Il est plein de contradictions comme l'être humain. Voilà, ouais, il est plein de contradictions, même s'il a énormément de parties détestables en lui. Et donc en fait on va avoir ce maelstrom, enfin cette espèce de voyage interplanétaire, ce voyage interplanète qui va agrémenter, enfin, autant le voyage de nos yeux que le voyage initiatique de ce jeune garçon qui nous est conté par lui-même à l'âge de 120 ans. Et ça parle beaucoup du Vietnam, hein, évidemment, parce que ça a été écrit juste peu après la guerre du Vietnam. Ça l'évoque beaucoup le sujet. C'est une œuvre qui, moi, m'a extrêmement marqué, extrêmement touchante. Les personnages sont vraiment très touchants et très humains. Mais surtout, c'est cette mise en couleur, cette peinture. Alors, le livre se défend un petit peu sur être le premier roman graphique, quote unquote. Ne me laissez pas dire ça, s'il vous plaît, frappez-moi. Juste parce que c'est en effet, par contre, peut-être le premier livre qui a été peint en BD. Enfin, en tout cas, à planche de BD peinte. En tout cas, ça après, c'est ce qui se prétend être. Je connais pas toute la littérature avant 1985 BD. Il y en a certainement eu qui sont peut-être moins connus, moins populaires. En tout cas, c'est le premier classique peint comme ça. Mais un classique du genre-là, de la BD américaine, oui, certainement. C'est magnifique. Enfin, moi, je sais pas comment vous le sentez autour de la table, mais moi, c'était à chaque fois, j'étais subjugué à chaque fois par ce que je voyais. Et alors, tout est dessiné sous une forme de côté pâle, c'est riche en couleurs, mais on a l'impression d'être dans un rêve éveillé. Et puis il y a pas que des peintures, il y a aussi des personnages qui sont quasiment des petits croquis en fait. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, les extraterrestres, l'espèce de ribambelle de petits gamins dont ils s'occupent à un moment, c'est un rond avec deux pieds. Enfin, et à côté de ça, il y a des tableaux. C'est pas la complexité du dessin. Ouais. C'est pas tant la complexité que les couleurs qui sont mises en valeur là-dessus. Et puis surtout, c'est sur le bouquin, c'est les Avengers de la peinture en comic books, quoi. Parce que je sais plus comment il s'appelle le dessinateur principal. Du coup, c'est John J. Muth, et puis après, t'as Kent Williams et George Pratt a priori. Oui, c'est ça, parce que Kent Williams, c'est quand même un sacré morceau aussi, lui, dans ce qu'il peut proposer comme ça. Et ouais, toutes ces teintes.
de traits, genre qui joue beaucoup sur le blanc, sur sur un côté un peu éthéré et tout ça. Ouais, c'est Ce vraiment côté un peu Atomway. nuageux. Enfin, Ouais. Moi, il y a presque un côté où genre c'est et si Winston McKay était un hippie et que Little Nemo c'était un. Ah oui. Oui. Il y a un côté. Il y a un moi, côté Little Nemo, hein, clairement. moi, ça me fait. Enfin, pour moi, je pense qu'il l'avait dans un coin de sa tête quand ils l'ont fait. Moi, ça j'ai le m'y côté fait Petit penser. Prince, moi. Oui, aussi, mais c'est une C'est- confiance de plein de trucs, je pense. Le Petit Prince sous acide, un peu. Ah oui. Ouais. Moi, ça m'a fait penser un peu, plutôt en franco-belge, à Philémon. Je sais pas si vous connaissez, de Fred, où il y a un peu ce côté où c'est pareil, un jeune ado qui se retrouve dans un univers, qui se retrouve perdu sur la lettre du A de l'océan Atlantique, Je connais pas, Et, ça, c'est marrant. qui est génial. Le C'est vraiment un concept est truc incroyable et qui est pareil, un peu dans cet univers complètement loufoque, très onirique, mais qui va jamais aussi loin dans les thématiques, qui va jamais aussi dans le glauque ou dans vraiment un Ouais, propos hyper exacerbé comme on a dans Moonshadow. D'ailleurs, Moonshadow peut aller dans le côté glauque. Faut aussi rappeler un truc très, 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 très important que je vais te rappeler au début. On est en 85, le sida est partout. Et toute la partie sexualité du récit est marquée par ce fait contemporain où les gens ont peur du sida. La sexualité est un vrai risque, est vue comme en effet la pureté devient un risque où les gens qui pouvaient être plus ou moins dévergondés, grand mot, dévergondés guillemets, je sais pas de meilleurs mots, sont vus comme des gens à risque, voire des parias. On a des personnages de prostituées qui sont vus comme des parias et pourtant qui ont toute une superbe humanité. Moi, la personnage de Dame Louche me brise le cœur. Qui se fait manipuler à chercher ce qu'elle peut, mais en même temps. Alors, il y a des nazis dedans, hein, clairement, il y a des nazis. Ce qui sera la thématique de ce soir aussi. La guerre et les nazis. Mais qui aura une fin funestement poétique. Je sais pas trop comment le dire autrement. Mais vu que tu parles de Dame Louche, c'est intéressant parce qu'il y a un autre aspect aussi de Moonshadow que j'ai retrouvé, c'est que il y a ce côté aussi très littéraire. Oui, c'est très très littéraire. Chaque issue commence par des citations de grands classiques de la littérature. Du Beckett, du Et machin. il y a vraiment une volonté de raconter, c'est ce qui est à chaque fois la tagline, de faire un conte pour adultes. Et c'est aussi très biblique. Par exemple, avec Dame Louche, c'est littéralement l'histoire de Joseph qui, quand il est... parce que pareil, Moonshadow se retrouve à un moment à la cour d'un roi et il va finir par se faire courtiser par la femme... je crois non, c'est pas... Du cardinal, pas du cardinal, mais bon... Mais de quelqu'un d'important, et Joseph va refuser, et c'est ce que fait Moonshadow aussi, et forcément, il va être puni pour ça. Et on retrouve un peu de Jonas aussi. Oui, c'est Michel Jonas. Non, mais ouais, en plus, le jazziste. Oui, puis de toute façon, parce qu'en plus, au début, il cite John Milton avec c'est quoi, c'est Paradis perdu Oui, c'est ça. et tout ça, donc ouais. Et puis, il y a aussi toute une... Il y a Démathéis qui vraiment sort aussi énormément son héritage juif dans toute l'œuvre en fait, que ce soit à travers le background de Sunflower qui est la mère de Moonshadow, Oui, Sunflower, je cherchais son nom. qui est juive. Il y a tous les mots que vous allez voir, les noms de planètes, tous les mots un peu bizarres, c'est du yiddish, c'est ce mélange d'hébreu et d'allemand. Il y a une guerre la guerre dans laquelle se bat Moonshadow, c'est contre les Goyimiens. Goyim, c'est les autres peuples. C'est foisonnant et c'est vraiment passionnant de lire tout ça, quoi. De se retrouver dans cet univers. Mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment une poésie mise en image, quoi. C'est vraiment assez chouette. Ouais, ça, c'est un poème du début à la fin. Ouais. Et que tu mets l'accent dessus. Enfin, moi, je trouve, le J.M. de Mathéis, c'est... moi, je trouve un des plus grands auteurs, mercenaires de la bande dessinée américaine. Je trouve que c'est toujours quelqu'un d'absolument formidable et qui est connu
est reconnu pour la justesse et la beauté de ses dialogues et de sa prose. Et je trouve que là, dans Moon Shadow, c'est pas chiant en plus. Hein. Ah non, c'est pas c'est pas chiant chiant, du tout. Et Hein. pourtant, c'est bavard. C'est bavard, mais c'est pas chiant du tout. Ouais. Ça se lit. Enfin, c'est un page turner. Ouais, moi, je l'avais lu la première fois quand c'était sorti en VF là, chez en 2020 Achilleos. du coup. Ouais. Et du coup là, je l'ai un peu reparcouru. J'ai pas tout relu malheureusement, mais en anglais. Et du coup, j'étais par terre de la beauté de son texte quoi. Et comment dire, et vraiment. Si des gens sont un peu curieux, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une œuvre aussi qui montre, qui met à jour, en fait, au jour beaucoup des thématiques en fait souterraines un peu de son œuvre, et que quand on regarde, en fait, c'est un auteur qui est très mystique. Et qui parle de ça dans beaucoup de ses œuvres et qui a un aspect très métaphysique. Enfin, je veux dire, par exemple dans la dernière chasse de Craven, dans cette histoire un peu de super-héros, un peu de vengeance, il insère quelque chose de complètement métaphysique dans le rapport de Spider-Man à ses pouvoirs et dans plein. Enfin, il a écrit une série Dr Fate avec son ami Keith Giffen qui est absolument starbé de bout en bout quoi. Et je trouve que c'est une œuvre qui met pas mal en lumière tout ce truc là. Il avait fait aussi je crois que c'est avec le dessinateur de Moon Shadow, j'ai un petit trou, une sorte d'autobiographie un peu fictive qui s'appelle Dream Story je crois, quelque chose comme ça, et qui est génial aussi et qui joue sur plein de niveaux de réalité assez starbé aussi. Enfin, je trouve que c'est un auteur en fait qui est souvent cantonné justement un peu aux histoires, qui est souvent caricaturé dans le côté un peu rigolo de sa bibliographie, dans toutes ses collaborations avec Keith Giffen, dans des choses que moi j'adore, sa Justice International, ses Defenders, les trucs qu'il a pu faire genre en Cosmic ou quoi que ce soit justement avec Keith Giffen, que moi je trouve super. Mais que c'est un vrai bel auteur en fait, avec une très très belle plume, qui avait fait du Conan aussi chez Marvel, qui était super. Oui, c'est vrai qu'il a fait du Conan aussi. Il a fait du Conan, qui est un de ses persos préférés d'ailleurs, qui est quelque chose qui lui tenait à cœur, avec John Buscema en plus. Donc forcément. Oui, pas du Conan sans oui, un bon Conan sans bouche John Buscema, c'est pas du bon Conan. Oui, mais parce qu'en plus la blague c'est qu'à un moment donné en fait justement John Buscema est plus ou moins parti en fait de la série à cause de lui. Mais c'est ça la blague. Mais non, mais voilà, mais c'est vraiment un auteur à découvrir et qui est un peu ce genre d'auteur qu'on peut dire fan favorite. C'est pas un auteur entre guillemets qui a eu même si ça c'est un ouvrage qui est assez connu, mais qui a pas eu son il a pas son Watchmen ou son quelque part il l'a un peu avec Spider-Man, mais du coup les lui gens appartient pas. Oui, et puis les gens s'en rappellent comme c'est Spider-Man, c'est pas il est pas forcément relié à ça. Alors que c'est pour moi un auteur déterminant sur plein de choses, qui est encore productif aujourd'hui et qui nous propose encore des trucs vraiment super. C'est un peu monsieur comment dire, dès que Marvel ils ont besoin de faire un truc un peu nostalgique et tout ça, c'est lui qu'ils appellent, et à chaque fois on pourrait prendre, c'est des projets un peu opportunistes, mais lui il arrive toujours à aller y chercher quelque chose de touchant, de puissant. Mais je lis d'ailleurs, dans le chat on dit ça a l'air prétentieux, mais en fait ça l'est pas du tout. C'est ça qui est très fort en fait dans ici, c'est qu'en fait c'est hyper abordable. Elle est vraiment super abordable. Il est pas du tout là pour t'expliquer le pourquoi des commandes non, c'est chaque truc. Et c'est riche, mais t'es pas obligé d'aller le chercher. T'as le récit pour toi. C'est de la poésie qui se la raconte pas, tu vois. Ça part pas dans des trucs. Les phrases sont assez simples, mais c'est hyper beau. Mais je trouve pas que ça frime, moi. Vraiment. Et juste, du coup, moi je termine là-dessus avant de te passer la parole. Que justement, dans ce côté-là, en fait, moi je trouve que c'est très anglais comme BD un peu. Parce qu'il y a un espèce de côté un peu, pas humoristique, mais un espèce d'univers aussi qui est un peu starbé, un peu étrange. Moi, ça m'a fait, en la relecture, j'y avais pas pensé la première fois, mais en fait, je trouve qu'il y a l'humanité, la verve et un peu la gouaille d'un Terry Pratchett, un peu, je trouve. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Dans ce côté-là, et justement, c'est pour rebondir juste sur le truc un peu prétentieux. Justement, ça pourrait l'apparaître, mais justement, ce côté-là, un peu. À la fois genre métaphysique, mais en même temps des fois un peu c'est jamais drôle. Petit malin. Ouais, voilà, c'est pas malin. C'est vraiment à l'image de son personnage qui est l'innocence incarnée, la pureté la bonté. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué. Je trouve pas qu'il soit si bon que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui il est bon, hein. Oui, je suis d'accord. Mais il a la douceur de l'innocence, oui. Ouais, c'est ça, mais quand il grandit, il change un petit peu. Justement, il reste quand même très optimiste. Parce que la pureté à 100%, c'est chiant, on est d'accord quand même. Non, mais c'est vrai.
Non, moi je trouve que le personnage il est hyper attachant et ça tourne jamais cucu quoi. Enfin, tu vois, c'est pas bébête, c'est vraiment. Et puis, moi je trouve que ça raconte vraiment plein de choses sur la vie, plein de. Comment dire. Et en plus, ça nous montre beaucoup que les choses sont pas tout le temps permanentes, que les gens ont des contradictions. Quand ils arrivent vers un danger pas possible, par moment ils se rendent compte qu'en fait c'est un lieu paradisiaque derrière où tout le monde est heureux et tout quoi, alors qu'ils s'attendaient à trouver la mort. Enfin, il y a plein de de faux semblants comme ça, et ça nous raconte vraiment ça nous raconte l'être humain en fait un peu, pas un peu, totalement en fait, voilà, dans tout ce que ça a de contradictoire. Voilà, le personnage d'Ira, il est vraiment bien caractéristique de ça, c'est-à-dire que c'est un gros pourri, vraiment qui est dégueulasse, qui pète en permanence. D'ailleurs, ça les sauve à un moment. C'est vrai. Ça les sauve. Le chapitre s'appelle Flatulence. Et c'est marrant parce que du coup, c'est quand même vraiment très poétique. Et il y a par moment, ça parle de sperme, ça parle de. Voilà, c'est assez. Ah oui, ça pourrait être hyper vulgaire, mais ça l'est pas. Mais non, ça tourne jamais dans le vulgose, ni dans le mielleux, quoi. Oui, voilà, c'est un super voyage. Alors, moi, pour le coup, j'en suis qu'à la moitié, j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout, mais je suis vraiment j'ai l'impression d'être en plein voyage. Et voilà. En fait, on a l'impression de faire un rêve parce que c'est tellement loufoque. Enfin, il y a des trucs qui sont totalement surréalistes et du coup, voilà, on flotte dans cette espèce de monde. Et puis, on n'a pas parlé du phénomène principal quasiment qui est les G.I. Zones. C'est son père, ce que j'ai sous les yeux. C'est vrai que j'ai peut-être évité de dire les Glodoses. G.I. Zones. C'est GL, c'est un L. Ah, c'est un L, ouais. C'est un L. Ah, ok, j'étais sur en fait, le L est en minuscule, moi aussi, et en fait à un je crois moment que c'était G.I. Dose. Je trouvais que ça faisait un petit jeu de mots, G.I. Joe's. Oui, au début aussi, mais non, c'est bien L, ouais. Merde, bon bah ça foire. J'avais tout un développement là-dessus, mais non, bah du coup tant pis, c'est pas grave. Mais non, voilà, vraiment, moi j'ai hâte de. Je le lisais en venant et je vais le lire en rentrant, et c'est un voyage, et puis vraiment c'est un truc qu'on peut relire. On peut relire des bouts aussi parce que voilà, c'est pas une histoire non plus qui est totalement linéaire. On passe quand même, mais oui, c'est assez bien découpé tu peux piocher parce que en plus chaque issue aborde plus ou moins un thème de la vie. Vraiment, c'est hyper riche, c'est très très riche comme comics, et c'est à conseiller à tous les gens qui aiment les contes de fées. Et en même temps, pas les contes de fées qui vous prennent pour un les coming of age, parce que c'est un vrai coming of age. Oui, et puis, c'est fort. Et puis ça montre une période assez intéressante de Marvel aussi, quoi, parce que t'en parlais vite fait, mais c'est né dans le label Epic, donc qui était un label, enfin je sais pas si tu veux en parler. Oui, vas-y, fonce. Ouais. Non, ou qui était en fait un espèce de label. En fait, c'était un peu l'idée, c'était un peu le Vertigo à la Marvel d'une certaine manière, où en fait ça avait commencé avec un magazine qui s'appelait Epic, où ils faisaient un peu de l'heroic fantasy ou des choses un peu comme ça, et où après du coup ça deviendrait une collection où t'auras pas mal de projets un peu étranges comme ça. James DeMatteis, il en fera d'autres dedans avec Kent Williams notamment. Et ouais, non, c'est intéressant, et alors moi j'avoue que c'est pas un label que je connais beaucoup parce que j'ai pas lu beaucoup de choses. Après, ils ont pas édité grand, non, ils ont pas fait grand chose non plus. Ouais, mais parce qu'en fait c'est assez intéressant parce que c'est l'époque aussi où Marvel il commence à faire les Marvel Graphic Novels, et où t'as la mort de Captain Marvel, je crois, justement. Ouais, c'est à peu près à cette époque-là, où Dieu crée l'homme détruit, où ils ont plein de projets un peu spéciaux comme ça. T'as les graphic novels d'ici aussi, c'est un peu à cette époque-là, où t'as pas que forcément du super-héros. Je me demande si c'était pas à cette époque-là où ils faisaient faire le Hulk de Barry Windsor Smith qui fait finir Monster. C'est très possible que ça soit à cette époque-là. Mais voilà, ouais, c'est aussi une période assez intéressante de la BD américaine où ils se cherchaient un peu dans ce qu'ils voulaient proposer, parce que tu te dis putain, ce truc-là c'est sorti chez Marvel, ah bon? Oui, non, c'est vrai que à n'en pas douter. Il n'y a pas de super slip. Hein. Non, ouais, mais c'est pour ça. Mais donc, ouais, donc après, ça finit chez Vertigo. Hein, mais... Oui, non, mais c'est pour ça. Mais du coup, c'est logique. Et enfin voilà, mais je trouve que c'est aussi un morceau assez intéressant de l'histoire de la BD américaine en règle générale, en plus du fait que c'est une des il doit y en avoir d'autres aussi, mais oui, c'est un des premiers gros chefs-d'œuvre complètement peints, quoi. Et moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Quentin, sur le mysticisme qui se dégage de l'œuvre. Ça parle de Dieu, ça parle de que ce soit, enfin c'est peut-être
un des sujets qui Oui, qui est prégnant dans tous les numéros. Qui est prégnant dans tous les numéros, qui est prégnant dans toute la quête de Moonshadow, à travers ces JL doses, parce qu'on les a pas décrits, mais c'est des sortes d'énormes... C'est des lunes. C'est des lunes Avec des dents, émoticônes. avec une grosse rangée de dents et qui sourit. Vous voyez la lune de Méliès ? Bah, c'est ça. Ouais, un peu. C'est vrai. ça, et qui sont totalement aléatoires, qui n'ont pas vraiment de... De volonté De propre, et volonté. ils sourient comme des bâtards. Il n'y a aucune règle en fait, ils apparaissent là et c'est pareil pour enlever les gens, pour les emmener dans leur zoo, c'est vraiment random total quoi. Enfin, C'est ça, parfois ils apportent la félicité, parfois ils apportent la ruine. Il y a vraiment... Et il y a ce côté un peu nihiliste qui est, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de destin, il n'y a rien. Et pourtant, il y a quand même... Enfin, et pourtant, il y a quand même une quête de sens, une quête notamment peut-être d'une divinité, de quelque chose qui serait encore plus fort que ça. Et c'est pas pompeux en fait, c'est vraiment contradictoire et en même temps fusionnel. On n'a pas de réponse, mais on y va et vraiment ce que je retiens surtout, c'est vraiment le personnage de Moonshadow qui je sais pas, j'ai pas les mots, mais vraiment moi ça m'a pris au trip de le suivre, de comprendre comment il évoluait et en fait à aucun moment j'ai senti que ce personnage je le perdais quoi. Enfin il est magnifique, il est romantique. Oui, il est romantique. D'ailleurs, t'as des représentations de peinture qui font beaucoup écho à, vous voyez, cette peinture une peinture romantique où le personnage regarde vers l'éternité au bout de la montagne là. Oui, bah c'est le contemplant une mer de nuages. Merci. Voilà, c'est ça. C'est le truc. Le mec, c'est ça, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, ouais. Je sais plus, c'est un aventurier contemplant une mer de nuages. Ouais, c'est ça. Mais enfin, il y a un moment, il y a une des couvertures qui est exactement celle-là, qui est une reprise de ça. Et puis c'est magnifique. Non, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non, je veux dire, parce que, et en plus, ce qui est intéressant, parce que du coup, toi, je sais pas si t'étais tombé sur celle-là, mais en interview, James de Matteis, il expliquait que c'était très collégial, en fait, très symbiotique, en fait, comment ils ont créé le bouquin. Parce que lui, il disait, ouais, au début, j'ai commencé à écrire genre à la Marvel Ways, quoi, genre où je faisais un gros récap, en fait, de ce qui se passait dans le numéro, et puis le dessinateur dessinait, et puis après, je revenais à la fin, mais il dit, ouais, mais ça a duré 4 pages quand on a fait, ça marchait pas. Et en fait, au final, ça s'est vraiment construit en fait entre les deux, entre lui qui donnait des idées, le dessinateur quand des fois qui rajoutait des choses, et du coup des idées graphiques que lui avait sur lui donner lui des idées de scénario et tout ça. Donc c'était vraiment une collaboration très symbiotique entre les deux, et je trouve que ça se ressent beaucoup dans les dessins, dans tout le parcours et tout ça, parce que ça coule en fait. T'as pas de t'es jamais bloqué dans ta lecture parce que tu sens que ça avance sans cesse. Et on en parlait avec Matt juste avant, on a vraiment l'impression des fois d'avoir un livre illustré en fait, où la narration, c'est beaucoup de narration, c'est beaucoup de texte, et même quand il y a des moments purement BD avec des bulles, avec des vrais dialogues, parfois ça fait même bizarre quoi. Comme si d'un coup on avait un instant une part de narration et qui nous sortait un peu du récit classique qui est la narration du vieux Moonshadow qui raconte sa vie quoi. Et tu voulais dire ? Oui, non, je voulais juste dire une petite anecdote. Moi, je l'ai lu en grande partie, ce que je l'ai lu en grande partie hier soir, en fait, pendant que mes filles et ma copine regardaient The Substance. Dans la pièce à côté, j'entendais des hurlements, des trucs, vraiment, ça a l'air d'être gore à tout va, ce film. Et il y avait une espèce de... Je passais une tête de temps en temps, je voyais une tête exploser contre un mur et tout. Et vraiment, le contraste entre la lecture et les sons de The Substance, c'était savoureux. J'adore. Je crois qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Ouais, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Juste un petit conseil si vous voulez vous lancer dedans. Je vous conseille vraiment la version française qui est déjà très bien traduite, mais surtout, moi j'ai comparé un peu avec la version anglaise. Je trouve que la police d'écriture qui est utilisée, surtout pour la narration, est pas facile à lire.
Ouais. Si vous êtes un peu dyslexique ou si vous avez un peu de mal quand c'est trop cursif, Ou quand t'es trop vieux que que t'as besoin de lunettes, Ouais. c'est compliqué. alors que sur la version d'Akileo, c'est beaucoup plus lisible, et puis c'est en français, donc c'est chouette. Et aussi, si du coup vous avez déjà lu cette œuvre ou si vous allez la lire après nous en avoir entendu parler, enchaînez sur la version du Spectre de James de Matteis chez DC Comics. C'est les mêmes thématiques. Et bah, très bien. Bah, je sais ce que je vais lire juste après en rentrant. Voilà, où c'est la période où du coup où c'est Hal Jordan qui se retrouve à être le spectre, mais qui du coup n'est plus l'esprit de la vengeance, mais est l'esprit du pardon, de la repentance. L'esprit du sympa, quoi. Ouais, et c'est pareil. Ce sera peut-être le focus. Ouais, non, d'un mais prochain épisode. c'est magnifique aussi, et c'est vraiment les mêmes. Enfin, comment dire, il parle un peu de la même chose en creux, et chaque chapitre est un peu une histoire indépendante sur justement une question par rapport à la vengeance et la rédemption, et c'est vraiment très très beau également. Très bien. Et ben messieurs, je vous propose qu'on s'arrête sur ça. Allez, Allez. erreur de bouton. Ça enregistre toujours, c'est bon? Oui, c'est vrai. Pas comme cette blague d'intro. Et bien sur ce 252e épisode de Comics Podcast est terminé. J'étais pas prêt. Pourtant ça y est, on était vraiment sur la fin. Là. Mais XT Fate, merci. oh là là. Ça te fait du bien. Juste sur la fin, je dis ton pseudo bien. On sent que ça te fait du bien. Ouais. Je peux encore ripper sur les prochains. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Blue Sky ou Discord ou comme d'habitude au travail. Voilà. Très bien. Quentin? Moi j'ai du mal, moi je suis encore sur Twitter, mais là-bas ou en boutique à Album Comics, où j'ai toujours plaisir à vous croiser et à discuter un petit peu, c'est toujours très sympa. Et en plus, là en cette fin d'année, il n'y a que des bouquins super, je trouve, qui sortent, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer. C'est le vendeur le plus pris, le plus pris de la boutique. C'est compliqué de l'approcher. Ouais, non, Il a des cartes du corps et tout. Ouais, tout le monde veut les conseils de Quentin. allez acheter dans sa boutique Moonshadow. Hein. Il est pas marié. Je crois pas. Non, mais voilà. Mais il va falloir que je le commande parce qu'on l'a pas. Je croyais que t'allais dire faut que je me marie. non, mais là je l'ai pas Moonshadow, il va falloir que je vois pour le commander. Ah ouais, non. Ouais. Là, tu vas avoir des centaines de nos auditeuristes qui vont venir J'espère. se déchirer. Hein. Au moins. Au moins. Et toi, Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben moi, on peut me retrouver principalement sur le Discord et sur Blue Sky, mais j'y fais pas. Comment on dit? Je retweet, non? Parce qu'on n'en peut pas dire. Reblousque. Je reblousque les annonces d'émissions et en gros c'est tout, quoi. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ah. Mais bon, ça sert pas à grand chose, mais ça. Voilà. Et sinon, voilà, le Discord, elle ramouche. Très bien. Bah, moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Discord et aussi sur Blue Sky. Si vous voulez discuter avec moi sur Pokémon Legend Zelda. Mais non, Avec plaisir. pourquoi on ferait ça? Je sais pas, Pourquoi pas? en ce moment, je suis déprimé. Ma Switch est cassée. Je suis obligé de jouer sur une Switch Lite. C'est terrible. Ah, nul. Mais c'est pas grave parce qu'au final, j'ai pu lire Moonshadow et ça m'a apporté beaucoup de bien et de réconfort. Sur ce, voilà. Merci, Ktouktou. N'oubliez pas que l'amour c'est mieux que la guerre. Ouais, s'il vous La plaît. guerre. Ouais, ça y est, la guerre c'est fini, on n'en parle plus. Ça fait du bien de finir sur Moonshadow quand même. Ouais, parce que même si ça parle de guerre, Oui, mais il y ça a de parle de l'espoir, paix. il y a de l'espoir. La guerre. Pardon, la paix. la paix. Eh. Et ben je vous propose que On clôture ça? qu'on clôture ça. Allez. La paix. La paix. Ça y est. Bisous, à très vite. Salut. Allez, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur les ondes de Comics Podcast. Ciao. Fin de transmission.